1, 2, 3, 4. Mon brushing, il est raccord. Bien. Bonsoir. Merci d'être venus nombreux. Nous continuons aujourd'hui le séminaire que Mehdi a commencé il y a quelques mois déjà. Un séminaire qu'il décline sous forme... où il expose sa philosophie et qu'il décline sous forme d'abécédaire. Un mot, toujours, nous remercions la Générale de nous accueillir. Pour ceux qui ne sont pas au courant, la Générale est un lieu de production, de diffusion, de résidence, à la fois artistique, culturelle et politique. Et donc, quant au séminaire de Mehdi, je voudrais aussi rappeler que les 3 premières conférences, donc, qui portaient sur le nihilisme, l'idée d'ironie et la 3e séance qui était sur l'idée de mimésis sont consultables sur YouTube. On les trouve assez facilement en tapant Mehdi Belhaj-Kassem. Voilà, donc on est ensemble, Mehdi va parler une bonne heure, je pense, et il y aura ensuite un long temps j'espère long, de questions-réponses. Juste un mot, je pense que la causerie de Mehdi est aussi importante que le dialogue avec la salle, donc je vous invite à vraiment participer. L'idée, ce serait vraiment que les questions, que la conversation puisse s'engager, et ensuite nous pourrons prolonger la conversation autour d'un verre. Voilà. Bon, merci à Philippe. Je présente mes excuses pour le dernier mois pour ma désistance, donc auprès des gens de la Générale et du public qui arrivait. Ce sont des choses qui arrivent, comme on dit. On a beaucoup philosophé l'événement positif comme négatif. Par définition, on en parlera aujourd'hui, il est un pronostic. Donc je m'excuse pour la dernière fois et ça se reproduira plus. Donc la dernière fois, il y a 2 mois, j'avais annoncé à l'improviste que le mot de notre abécédaire philosophique que nous étudierons aujourd'hui serait celui de transgression. Mais en entendant plusieurs réactions aux précédentes séances, je me suis aperçu qu'un mot faisait problème pour certains, le mot appropriation, qu'on trouvait trop technique, trop métaphysique, etc. Alors certes, technique et métaphysique, ce mot l'est. Mais il s'agit en même temps du concept modal le plus concret, le plus agissant qui soit. J'ai donc jugé qu'il serait bon d'entrer dans l'étude de ce concept avant de passer la prochaine fois à celui de transgression. Plus fondamentalement encore, ce que j'espère au fur et à mesure de ce séminaire, c'est que ce qu'on aura saisi à la fin, c'est pas chaque concept pris isolément, mais exactement l'interaction organique inextricable qui lie tous ces concepts entre eux, et quelques autres, dans le travail que je propose. Alors, en vous expliquant aujourd'hui le concept d'appropriation, nous jetterons un éclairage sur les concepts que nous avons examinés précédemment, et notamment le plus récent de mimésis. Mais aussi bien, c'est le concept de mimésis qui vous servira à pleinement comprendre celui d'appropriation. Et de fil en aiguille, en annonçant la suite, le concept de transgression sera en quelque sorte préparé aujourd'hui par celui d'appropriation. Mais celui d'appropriation vous fera mieux comprendre le concept, je crois assez inédit, de transgression que j'amène à la pensée. Et vous verrez aussi que le concept de mimésis lui-même est inextricablement lié à ces 2 autres. Bref, c'est comme une toile d'araignée. Alors il y a un autre mot qu'on a cité, qu'on aurait pu examiner aujourd'hui, qui a connu une énorme fortune dans la philosophie contemporaine, et qui est le concept à point nommé d'événement. On a appelé ça aussi dépassement dans les séances précédentes. Et on va voir qu'il est plus qu'à son tour étroitement lié au concept d'appropriation. Alors prenons l'événement principal pour nous autres êtres humains, l'événement qui fait de nous, comme on a vu les dernières fois, ce que nous sommes depuis quelques millénaires seulement, et donc pour cette raison même, événement à la fois fragile, précaire, évanescent. L'événement que j'appelle technomimétique. Par cet événement, pendant 3 ou 4 millénaires, l'humanité, sur tous les temps possibles,
ce sera cru l'entité dominante de la planète, et ce pour toujours. À cette croyance, la philosophie, comme on a vu, dans son envoi originaire, celui de Platon, aura emboîté le pas. Et on a vu aussi que c'est précisément à cause de cela qui nous aura donné les pleins pouvoirs sur la planète, l'événement technomimétique, c'est-à-dire la science, l'événement d'appropriation technologique ou scientifique. Eh bien, c'est aujourd'hui grâce à cet événement, comme en torsion sur lui-même, je vous rappelle la phrase de Heidegger que j'ai citée la dernière fois, l'événement tourné contre lui-même. C'est grâce, c'est-à-dire à cause de cet événement, que nous savons désormais, en torsion, que l'événement dont nous sommes justement sujets, qui est la science elle-même, est non seulement extrêmement précaire et extrêmement récent dans l'histoire de la planète, mais extrêmement précaire et évanescent, ce qui n'enlève rien à sa qualité d'événement de toute première ampleur. Simplement, et c'est ça qu'a été le concept de nihilisme, qu'on a examiné la première fois, on ne peut plus fonder sur la science, comme du temps de Platon, une sorte de planification principielle qui garantirait à l'humanité, par rapport au restant du règne existant, le maximum de stabilité, de durabilité et de permanence possible. Maximum qui pouvait aller, selon la métaphysique, jusqu'à l'éternité, l'immortalité, etc., etc. Nous savons au contraire qu'en vertu même de la surpuissance dont la science nous a dotés en regard du reste de la création, ce qu'on appelle la création, on y reviendra, cet événement de science est une étincelle extrêmement précaire et évanescente dans l'incommensurable histoire du cosmos connu, aujourd'hui connu. Et nous savons cette précarité aujourd'hui trivialement à cause du possible suicide écologique ou nucléaire, ce qu'un penseur ne pouvait pas encore savoir, par exemple, à l'aube du XXe siècle. Mais nous le savons aussi parce qu'en tant que régime singulier d'appropriation, la science a mis à jour des strates de l'histoire, et de l'histoire au sens monumental, au sens cosmique du terme, pas l'histoire au sens strict de l'humanité depuis 5500 ans, des strates qui étaient inconnues de nos ancêtres et qui soulignent l'abyssale précarité de nos situations, là même où à cet envoi, l'envoi de la philosophie, ce que j'appelle le fiduciarisme philosophique dans la science avait pensé assurer, au contraire, à la présence et à l'agir humain, une constance et une pérennité à toute épreuve. Alors fiduciarisme, vous me direz, qu'est-ce que ça veut dire ? Fiduciarisme, ça vient de l'adjectif fiduciaire, c'est un adjectif qui veut dire confiance, faire confiance dans la science. Et comme je l'ai dit les dernières fois, une certaine modernité philosophique, pour la première fois de l'histoire du concept, avec Rousseau, avec Nietzsche, avec Heidegger, a proposé de rompre ce rapport, ce contrat fiduciaire immémorial conclu entre la philosophie et la science, à l'initiative de la philosophie. Alors je vais citer ici des propos de Nietzsche, mais j'aurais pu citer aussi bien Rousseau, c'est-à-dire c'est les premiers documents de l'histoire de la philosophie où celle-ci commence à faire peser un doute sur l'issue uniment positive de la science. Jusque-là, la tradition philosophique avait toujours béni la scientificité. Là, ce texte que je vais lire, c'est un des premiers documents, et avant il y avait Rousseau, où le rapport à la science, vous verrez, est un peu différent. Alors, début de citation. « Voyez dans l'évolution d'un peuple les époques où le savant passe au premier plan. Ce sont des époques de fatigue, souvent de crépuscule, de déclin. C'est en effet de l'énergie débordante, de la certitude de vie, de la certitude d'avenir. Et ces fameuses victoires des hommes de science, sans aucun doute, ce sont des victoires. Mais sur quoi ? L'idéal ascétique ne fut nullement vaincu dans ces victoires. Bien au contraire, il fut fortifié, je veux dire rendu plus insaisissable, plus spirituel, plus séduisant, toutes les fois qu'une muraille, un ouvrage avancé dont il s'était entouré et qui lui donnait un aspect grossier était impitoyablement battu en brèche et démoli par la science. S'imagine-t-on vraiment que la ruine de l'astronomie théologique, par exemple, ait été une défaite de l'idéal ascétique ? L'homme est-il peut-être devenu par là moins désireux de résoudre l'énigme de l'existence par la foi en un au-delà, depuis qu'à la suite de cette défaite, cette existence est apparue comme plus fortuite encore, plus vide de sens et plus superflue dans l'ordre visible des choses? Est-ce que la tendance de l'homme à se rapetisser, sa volonté de se faire petit, n'est pas depuis Copernic en continuel progrès ? Depuis Copernic, il semble que l'homme soit arrivé à une pente qui descend. Toutes les sciences, et non point seulement l'astronomie, dont l'influence humiliante et rapetissante a arraché à Kant ce remarquable aveu, elle anéantit mon importance. Toutes les sciences, dis-je, naturelles ou contre nature, travaillent aujourd'hui à détruire en l'homme l'ancien respect de soi, comme si ce respect n'avait jamais été autre chose qu'un
bizarre produit de la vanité humaine. On pourrait même dire que ces sciences mettent leur point d'honneur à entretenir chez l'homme ce mépris de soi obtenu au prix de tant d'efforts. Bon, là-dessus, Nietzsche fait une sorte de généalogie contre-darwinienne de l'origine scientifique de l'homme. Tels des animaux aquatiques contraints de s'adapter à la vie terrestre ou à périr, ces demi-animaux, si bien accoutumés à la vie sauvage, à la guerre, aux courses vagabondes et aux aventures, virent soudain tous leurs instincts dévalués et mis hors service. On les forçait dès lors à aller sur leurs pieds, à se porter eux-mêmes, alors que jusqu'à présent, l'eau les avait portés. Un poids énorme les écrasait. Ils se sentaient inaptes aux fonctions les plus simples. Dans ce monde nouveau et inconnu, ils n'avaient pas leur guide d'autrefois, ces instincts régulateurs inconsciemment infaillibles. Ils en étaient réduits à penser, à déduire, à calculer, à combiner des causes et des effets, les malheureux. Ils en étaient réduits à leur conscience, à leur organe le plus faible et le plus maladroit. Je crois que jamais sur Terre il n'y eut pareil sentiment de détresse, jamais malaise aussi pesant. Fin de citation. Donc c'est ça qu'on voit depuis Rousseau, Nietzsche et Heidegger. On voit que l'événement dont la philosophie a cru qu'elle assurerait la centralité et la pérennité de la place de l'homme dans le cosmos, la science, eh bien c'est la science elle-même aujourd'hui qui nous excentre vertigineusement du cosmos, nous relativise et nous précarise jusqu'à nous réduire à presque rien. Nous sommes en quelque sorte expropriés, ça on parlera évidemment d'expropriation, par ce qui devait être la garantie du maximum d'appropriation, et est encore dans une large mesure par la surpuissance technologique qui est à la nôtre par rapport aux autres étangs terrestres, sans évidemment préjuger des autres. L'homme est l'animal ultra-appropriateur parce qu'il est l'animal de l'astuce proto-scientifique, de la technique et de l'imitation. Mais pour comprendre la différence modale de cet événement qui nous concerne, c'est-à-dire comprendre la nature de la dimension appropriatrice de tout événement, il faut inscrire cet événement singulier, de façon pour ainsi dire J. de Gogne, dans la généalogie concentrique des autres événements qui ont été la condition d'apparition de cet événement-là. Je parle de l'événement technomimétique, scientifique, parachevé avec l'apparition de l'écriture il y a 5 millénaires et demi. Alors Heidegger le récapitule dans un aperçu incisif quand il dit « Le saut de l'animal vers le langage, dans le langage, est aussi révolutionnaire que le saut qui conduit l'inanimé à l'animé. » C'est-à-dire que très en amont de cette apparition, préparer la longue épopée technologique qui s'étend du paléolithique au néolithique, il y a l'apparition d'un régime appropriateur qui fait exception à l'ordre minéral cosmique des choses, et qui est tout simplement la vie. L'animal technologique est d'ores et déjà un étang appropriateur parmi d'autres étangs appropriateurs, notamment les étangs végétaux et animaux. Alors quelles sont ces autres, disons, économies appropriatrices qui nous ont précédés, avalisés ? La plante, par exemple, se contente de recevoir, de s'approprier, d'absorber la lumière et l'eau pour croître et se maintenir. Avec l'animal, c'est encore un nouveau type d'appropriation qui surgit sur Terre, c'est-à-dire là où le végétal se contente du minimum syndical de l'appropriation, si j'ose dire, l'appropriation de l'eau et de la lumière, l'animal gaspille son improbable énergie par le mouvement en tous sens pour obtenir une surappropriation de temps et d'espace. Et c'est ça qu'il faut saisir d'ores et déjà à la logique de l'appropriation, la logique événementielle de l'appropriation, c'est qu'elle a quelque chose toujours d'essentiellement gratuit et d'insensé. Rien n'oblige la plante à sortir d'elle-même un petit peu pour s'approprier de l'eau et de la lumière, et par là configurer une forme d'être jusque-là inédite dans le cosmos. Rien n'oblige notre bon chien-chien à courir dans tous les sens, en flappant de la langue, pour le seul plaisir de le faire. Rien n'y oblige que, bien sûr, le plaisir lui-même, le plaisir gratuit de découvrir le mouvement, la perception, la conscience, la nourriture, la reproduction sexuelle, le jeu. Et du coup, la durée de ces étangs appropriateurs, végétaux puis animaux, on constate qu'elle est bien moindre que celle de la matière minérale inerte, les planètes, sur laquelle ces formes s'étaient enlevées. Le minéral se maintient dans des portions de temps beaucoup plus étendues, de ne pas ou peu sortir de soi, de ne pas faire sien, comme le végétal et surtout l'animal, de ne pas faire sien le temps et l'espace, de ne pas se les approprier. Donc, vous voyez qu'avant le type d'appropriation qui sera la nôtre, la technoscientifique, la vie est déjà une forme singulière d'appropriation et relativement aberrante par rapport
aux lois cosmiques et minérales. On verra plus loin comment. Le végétal et surtout l'animal, en s'appropriant événementiellement le temps et l'espace d'une manière qui n'existait pas auparavant dans la création, eh bien ces étangs semblent en même temps avoir quelque chose de plus précaire, de plus évanouissant, de plus fragile que la monumentalité des planètes. Alors c'est une phrase de Hegel qui m'amuse beaucoup et qui dit « Seules les pierres sont innocentes ». Alors si je traduis dans mon vocabulaire, je dirais que dès qu'il y a appropriation, il y a culpabilité au sens de Hegel, il y a crime, négativité, dans mon vocabulaire, il y a expropriation. Je vais expliquer très vite comment l'expropriation, évidemment, accompagne toute appropriation. Les pierres sont innocentes, ça veut dire les pierres ne s'approprient rien. Et donc, elles n'exproprient rien non plus. Ceci dit, pour faire le lien avec un autre de nos mots, celui évoqué à la première séance, celui du mal. La logique de l'appropriation et de l'expropriation est ce qui sous-tend ce qui deviendra ensuite, dans la seule clôture anthropologique, chez le seul être humain, la logique que j'appelle du mal pur. Et donc il est facile de montrer le lien de ce concept, le mal, avec un autre qu'on a examiné la dernière fois, celui de mimésis. Comment ? C'est-à-dire que dans un premier temps, la perte de l'innocence, au sens hegelien, l'intensification animale de la logique appropriatrice, se solde par un régime jusque-là inexistant d'expropriation, avec le surgissement de l'animalité, c'est-à-dire en même temps que l'âme, le sens, le plaisir, la jouissance, la conscience, la perception, surgissent aussi la souffrance, la maladie, la cruauté et la mort. Et déjà au stade végétal, on peut dire que cette espèce de plaisir sans conscience qu'est l'efflorescence, il y a des phénomènes tels que le fanement, l'assèchement, le dépérissement. Et c'est ça la logique appropriatrice, expropriatrice, qui régit tout événement, à commencer par celui miraculeux, on verra comment miraculeux, de surgissement de la vie sur Terre. C'est-à-dire qu'à terme, même dans nos petits événements à nous, comme une histoire d'amour, une passion quelconque, mettons une passion pour l'art ou pour le sport, sans parler évidemment des événements politiques, c'est là où c'est le plus évident, on peut vérifier à chaque fois qu'il y a toujours une logique appropriatrice, expropriatrice, et une logique qui découle en droite ligne, mimétiquement, de la logique fondamentale qui régit l'événement d'appropriation vitale, et notamment l'événement d'appropriation animale. C'est-à-dire que l'homme, par l'astuce technologique, surenchérit sur l'appropriation animale et suscite ce que j'appelle le mal proprement dit. L'expropriation planétaire, la torture et non plus la simple cruauté prédatrice du plus fort, la guerre et non plus simplement les micro-conquêtes territoriales des animaux. La torture, c'est une mimésis de la cruauté animale. La guerre, c'est une mimésis de la prédation. Et le mal, en général, c'est une atroce parodie de la nécessité animale de mourir. Le mal, dans la seule clôture anthropologique, c'est une éternisation, par la technologie elle-même donc, de la souffrance et de l'agonie purement animale. C'est une amplification, au sens quasi esthétique du terme, c'est une parodie pervertissante, c'est une mimésis monstrueuse de la simple cruauté prédatrice. Alors cette logique appropriatrice, elle est si fondamentale dans mon boulot que j'ai récemment commencé à utiliser un néologisme que j'ai emprunté à un excellent universitaire qui s'appelle Pascal Taranto, un Suisse je crois, dans un non moins excellent recueil de textes philosophiques autour de la notion de ressentiment. Le livre s'appelle « Le ressentiment, passion sociale ». Alors ce néologisme, c'est pléonectique. Retenez ce mot que Pascal utilisera plein de fois désormais. Alors début de citation de ce livre, pour donner la définition de pléonectique. En effet, pour toutes les passions, il s'agit en fait de l'emporter sur autrui. On voit s'induire une perversion fondamentale de la règle, due au plaisir que procure l'exception de soi. Alors on pourrait nommer pléonectique ces passions d'après le substantif grec pléonexia, formé lui-même d'après le groupe verbal pléon et shein, et dont la signification littérale est avoir plus. Si ce terme grec désigne à l'origine le désir immodéré des richesses, et spécialement la jalousie du bien d'autrui, mais aussi des honneurs et de la puissance, Locke en donne une signification plus générale qui autorise un tel usage. C'est pléonexia, convoitise. Covetousness en anglais. Dans l'acception commune du terme, ça signifie que nous nous laissons aller à désirer ce à quoi, d'après la loi de justice, nous n'avons pas droit. Alors, fin de citation.
Alors mon travail donne une extension encore beaucoup plus grande, en quelque sorte ontologique, au pléonectisme. Ce travail démontre aussi bien que ce que les auteurs appellent ici perversion fondamentale, cette perversion fondamentale est aussi originaire que l'homme lui-même comme animal de l'appropriation technomimétique. Il n'y a pas tel être humain qui soit porté à l'appropriation du bien d'autrui, c'est-à-dire les méchants pléonectiques, et tels êtres humains qui en soient exempts, c'est-à-dire les gentils non pléonectiques. L'humanité est en son essence même pléonectique, parce que d'ores et déjà, l'animalité et même la vie végétale et bactérielle, l'événement de la vie en un mot, sont en leur essence pléonectiques. La vie technologique, la nôtre, c'est simplement la maximisation du pléonectisme, entre guillemets, qui est à l'œuvre dans l'événement de la vie elle-même, dans l'avènement de la vie elle-même. Alors, comme disent les auteurs, la perversion fondamentale de la règle, cette perversion, c'est le propre de l'animal technomémétique, c'est le propre de l'homme. Et pourquoi ? Parce que là où les végétaux se contentent de s'approprier eau et lumière, là où les animaux se contentent de s'approprier par le mouvement du temps et de l'espace supplémentaire et par l'ingestion d'autres corps végétaux ou animaux, bref, là où la logique pléonectique du vivant se borne à un jeu appropriateur-expropriateur ne concernant que la dimension matérielle des choses, nourriture ou territoire limité, l'homme, par l'astuce technologique, qui est une astuce imitative, comme on a vu, s'approprie quelque chose qui n'est pas matériel et qui est justement les lois elles-mêmes, les lois de la matière et du vivant. C'est ça qui s'appelle la science. C'est l'appropriation mimétique des lois de la nature et de l'être. Et c'est justement parce que l'homme, seul à ce degré, est capable de cette appropriation des règles qui régissent les temps. C'est pour ça qu'il est capable, comme dit l'auteur cité plus haut, de pervertir ces règles de la nature qui s'approprie. Et c'est justement ça qu'on examinera la prochaine fois avec le concept de transgression. Mais on peut d'ores et déjà l'examiner avec les concepts du jour. C'est-à-dire que c'est précisément parce que l'homme est l'étant maximalement appropriateur, grâce à la science, qu'il est aussi l'homme maximalement expropriateur. Et ça s'appelle la politique, dans mon vocabulaire philosophique. Vous voyez, il y a d'autres mots qui auraient pu faire partie du vocabulaire, mais on ne peut pas tous les mettre. On peut appeler politique le jeu universel, en son sens, vraiment une définition minimale de la politique, le jeu universel de l'appropriation et de l'expropriation. L'apparition événementielle d'un régime d'appropriation qui n'existait pas auparavant sur Terre, la science, se solde également par un régime expropriateur monstrueux qui ne préexistait pas non plus à cet événement. C'est-à-dire que jusqu'à plus ample informé, il n'y a pas d'exploitation, d'esclavage ou de torture chez les macarons. Grâce à la science, l'homme a fait main basse sur la planète, s'est approprié, croyait-il, positivement celle-ci, avec l'aval de la philosophie à son endroit, Platon, poursuivant simplement, par les techniques archaïques, le simple pléonectisme alimentaire et prédateur de l'animalité. La chasse et l'agriculture, c'est qu'une augmentation au début du pléonectisme animal. Et l'envers négatif, expropriatoire, de cette gigantesque appropriation positive, c'est toutes les formes de ce que recoupe pour nous, en tout cas dans mon vocabulaire philosophique, le mot de politique ou, de manière plus éthique, le concept de mal. Ce qu'on constate donc, une fois qu'on a cerné cette logique de l'appropriation, cette logique de l'être comme événement, naturel et biologique d'abord, technomimétique et scientifique ensuite, une fois qu'on a saisi cette logique, on constate que la puissance destructrice d'expropriation qui accompagne l'appropriation est toujours en quelque sorte proportionnée. Il y a là une sorte de mathématique qui n'est pas la mathématique des mathématiciens, mais une mathématique proprement philosophique, une mathématique de la préhistoire puis de l'histoire. Plus il y a d'appropriation, plus il y a d'expropriation. Là-dessus, pour mieux saisir de quoi il retourne, il faut insister un petit peu sur ce caractère miraculeux du surgissement de la vie sur Terre. Et là, il me faut évoquer un philosophe que certains d'entre vous connaissent sans doute, qui s'appelle Quentin Meillassoux, un jeune philosophe qui a 46 ans, je crois qu'il a aujourd'hui. Il publie très peu, il a publié un livre qui s'appelle Après la finitude, qui a eu un grand retentissement dans le monde universitaire anglo-saxon. Ça a donné tout un mouvement qui s'appelle le réalisme spéculatif. Alors, il n'est pas question de résumer ici la philosophie de ce très très brillant jeune homme, moyen jeune.
Son grand livre est resté à ce jour inédit, il s'appelle L'inexistence divine. Et c'est en le lisant que je me suis rendu compte à quel point il m'avait influencé quand j'avais lu après la finitude. Donc pour ceux qui le connaissent, il est inutile que je le résume parce qu'ils le connaissent, et ceux qui ne le connaissent pas, c'est un philosophe beaucoup trop ample pour qu'aujourd'hui j'en fasse l'exposé. J'évoquerai simplement 2 points qui concernent notre propos. Premièrement, c'est grâce à Meillassoux qu'on se rend compte que la philosophie réfléchit le savoir de la science contemporaine, et c'est grâce à lui que je me suis rendu compte qu'on se rend compte à quel point l'apparition de la vie sur Terre est un miracle statistique. C'est-à-dire, il n'y a pas une chance sur 1 million, il n'y a pas une chance sur 1 milliard, il n'y a pas une chance sur 1 billiard, il n'y a pas une chance sur 100 milliards de billiards. Il n'y a pas de chiffre qui puisse nous indiquer statistiquement la chance que la vie surgisse sur Terre. En fait, c'est une chance tellement infinitésimale que ce surgissement de la vie sur Terre a la structure d'un miracle. Et a la structure d'un miracle justement parce qu'il n'y a pas de Dieu. Voilà, résumé très succinctement, ce que nous devons à Meillassoux dans la philosophie. On voit avec des yeux émerveillés ce qu'a été le surgissement de la vie sur Terre. C'est statistiquement quelque chose qui est proprement aberrant. Et on y reviendra plus tard. Le second point à retenir pour l'exposé d'aujourd'hui, qui est plus polémique, c'est que, et qui explique peut-être pourquoi Meillassoux, depuis 20 ans, ne publie toujours pas son chef-d'œuvre, L'inexistence divine, qui pour moi est un des 3-4 grands livres de la philosophie européenne des 30 dernières années, c'est que chez lui, justement, l'événement, et par exemple ce macro-événement de l'apparition de la vie sur Terre, c'est toujours ce qu'il appelle une abolition des lois qui ont précédé. Donc pour ceux qui ont suivi les séances précédentes, vous voyez bien où porte la polémique, c'est-à-dire j'ai commencé à démontrer que c'était une illusion vraiment de la modernité, l'illusion de la table rase, de penser l'événement comme une sorte de surgissement ex nihilo. Ça, je peux il appelle ça comme ça, mais Meillassoux, je peux lui concéder ça. Mais là où il se trompe, à mon avis, c'est de dire tout événement est une abolition des lois qui ont eu lieu avant. Alors c'est faux si on y réfléchit bien, parce que si c'était vrai, la science serait même pas possible, et donc le discours de Meillassoux lui-même ne serait pas possible. Tout événement, à commencer par l'événement de la vie, consiste en une conjonction, comme ça, en entremêlement de milliers, de millions de lois qui préexistaient avant. C'est-à-dire le surgissement de la vie sur Terre n'est pas une abolition des lois de la matière minérale et cosmique, c'est une conjonction pronostic statistique absolument improbable, absolument miraculeuse de millions de lois matérielles qui existaient avant, mais ces lois ne sont pas abolies. Il y a une apparition de nouvelles lois qui sont précisément les lois de la vie sur Terre, mais il n'y a absolument pas abolition des lois qui ont précédé. Ceux qui sont venus aux séances précédentes, voilà, c'était tout le concept de l'Aufhebung, de la catharsis ou du dépassement. Ça veut dire cette idéologie depuis Hegel de la modernité, cette idéologie par exemple en politique de la Révolution, de dire un événement, c'est ce qui supprime complètement les lois qu'il y avait eu avant. Et ce que j'essaie de démontrer dans mon travail, c'est que effectivement, tout événement fait surgir de nouvelles lois, mais ces nouvelles lois sont toujours d'évidence une conjonction tout à fait un pronostic, tout à fait improbable, tout à fait miraculeuse de lois qui existaient avant. Alors effectivement, il y a quelque chose de miraculeux, mais c'est absolument pas une abolition des lois qu'il y avait eu avant. Les lois de la vie n'ont absolument pas aboli les lois de la matière cosmique. Alors il y aurait beaucoup de choses à dire sur le Big Bang, etc. Une question métaphysique très compliquée, mais on n'en parlera pas aujourd'hui. Donc, comme on a vu, le règne végétal est lui-même un régime événementiel d'appropriation en regard des lois de l'empire minéral interstellaire. Pour donner des repères, les premiers arbres sont apparus sur Terre il y a 370 millions d'années, les premiers dinosaures il y a 230 millions d'années. Le surgissement de la vie sur Terre, c'est l'ultra-événement dont tous les autres dépendent. Et cet événement dépend d'une intersection tellement un pronostic innombrable de facteurs, de lois, qu'on peut le tenir pour une sorte de miracle laïque. Donc vous voyez que l'événement a toujours quelque chose, d'une aberration, d'une pathologie statistique. Par exemple, la technologie, la techné, comme disent les Grecs, est une pathologie de la physis. La technologie, c'est une pathologie de la nature. Par exemple, si on voyait dans notre jardin des animaux commencer à faire des gestes comme nous, frotter des silex ou quelque chose, on aurait le choix entre sortir une carabine et les abattre, ou alors appeler les médias pour
pour qu'ils témoignent d'un événement aussi extraordinaire, ou les mettre encore en antenne pour s'expliquer comment une telle aberration a eu lieu. Mais cela, ce qui nous effraierait dans une situation pareille, c'est le caractère pathologique, monstrueux de tout événement. C'est-à-dire que la physique elle-même, la physique, la nature, la biodiversité planétaire, semble bien être plus qu'à son tour une gigantesque pathologie, comme la moisissure sur la fraîcheur, de l'impassibilité astrophysique révélée par le télescope de Galilée. Alors c'est une phrase de Brecht, dans une pièce éponyme, Galilée, qui dit ceci sur le soir du 10 janvier 1610, où Galilée braque son télescope sur le cosmos. La phrase dit ceci: en une nuit, l'univers perdit son centre. Alors vous voyez, ça rejoint ce que disait Nietzsche. En une nuit, l'univers perdit son centre, et le lendemain, il en avait d'innombrables. Alors ça, c'est la première conséquence qui a souvent été commentée. Mais l'autre conséquence, moins souvent méditée, et ça c'est grâce à Meillassoux qu'on pense s'en apercevoir, l'autre conséquence de ce qui s'est joué là, et qu'avait très bien compris quelqu'un comme Pascal, quelqu'un de croyant, le silence éternel, ces espaces infinis m'effraient, Dieu est menacé par ce silence éternel, eh bien c'est que rien n'interdisait, après le télescope, rien n'interdisait en droit, statistiquement, que les planètes autres que la planète Terre soient peuplées, elles aussi, de formes de vie innombrables, qui auraient témoigné de ce que la biodiversité soit la norme qu'on a toujours supposée à la nature. Mais il n'en a rien été. Le télescope de Galilée, avec bien d'autres événements scientifiques, corrobore que l'apparition de la vie sur Terre est un événement qui défie toute rationalité probabilitaire. Comme nous le démontre Meillassoux, cette apparition a la structure d'un miracle, et a la structure d'un miracle justement parce qu'il n'y a pas de Dieu. S'il y avait Dieu, on se dirait que tout ça est tout de même assez mal foutu. C'est ça qu'a compris Pascal avec les espaces infinis et leur silence. C'est-à-dire quand l'Ancien Testament a expliqué que Dieu avait créé le monde en 7 jours, ça pouvait encore paraître un peu crédible. La Terre paraissait encore être plate, notre univers paraissait être le seul existant et le centre du monde, la vie était absolument partout, et le ciel était la seule limite de ce seul monde-ci. Alors on n'en est plus exactement là. C'est une blague de Woody Allen dans je ne sais plus quel film où il dit « J'ai relu la Bible récemment, sacré bouquin ». Le problème, c'est que le personnage central n'est pas très crédible. Vous voyez que tout événement a la structure d'une pathologie, d'un devenir monstrueux. J'ai forgé il y a déjà longtemps un autre néologisme pour dire ça, le néologisme monstruation. La vie est une monstruosité par rapport à l'inertie minérale, l'animalité est une monstruosité par rapport à l'élémentaire et au végétal. On le voit aisément avec le fait que le stade animal de l'appropriation a probablement culminé avec les dinosaures, c'est-à-dire avec le summum de la capacité purement organique à s'approprier matériellement les choses. Les organes de préhension, donc dans préhension il y a déjà appropriation, les organes de préhension des dinosaures étaient d'une puissance et d'une variété qui semblent ne pas avoir été égalés ni avant ni après par aucune autre forme d'animalité, pas même les mammifères. Et ces organes de préhension, mâchoire, bec, parfois cerf ou quasi-main, sont bien évidemment les protoformes appropriatrices qui culmineront plus tard, mais tout autrement, avec l'espèce technologique, la nôtre. Et aussi bien dans toutes les formes d'animalité, le simple fait, la simple facticité de la perception elle-même, de la conscience, sont des protoformes appropriatrices. Je dis ça pour vous dire aussi, pour vous faire sentir qu'à même cette échelle, l'appropriation a d'emblée à faire avec une sorte de mimésis, de réflexivité, ce que la Coulabart appelle quelque part archimimésis, mimésis originaire. C'est-à-dire que la matière inerte ne s'approprie pas les choses parce qu'elle ne les réfléchit pas. Dès qu'il y a ce qu'on appelle les sens, ils sont 5 chez nous, qu'on dit, mais il y en a une infinité d'autres dans la nature, dès qu'il y a les sens, dès qu'il y a la perception, il y a appropriation. Et il y a appropriation parce qu'il y a réflexion, parce qu'il y a imitation. La perception, c'est déjà une manière d'imiter les choses, de les reproduire, qui n'existe pas dans le monde minéral. Donc, dès le départ, vous voyez que quelque chose comme l'impulsion mimétique et quelque chose comme l'impulsion appropriatrice, pléonectique, sont profondément solidaires. Simplement, la nature de la mimésis technologique sera tout autre que celle de la simple perception. Et c'est pourquoi les philosophes auront élucubré des
catégories comme celle de l'idéal, du spirituel, de l'intelligible, justement pour parler de ce type de prise, de préhension sur les choses, d'appropriation, qui excédait la simple prise animale, sensuelle, la prise purement perceptive ou alimentaire. Les dinosaures furent d'évidence la culmination d'un devenir monstrueux, pathologique, du pléonectisme proprement animal. Le stade technomimétique, c'est-à-dire le nôtre, du pléonectisme ontologique, se singularise par rapport à l'autre, de faire main basse sur l'entière matérialité des choses. Là où un animal, fût-ce le plus monumental des dinosaures ou des mammouths, se content de sa portion congrue de nourriture, de territoire, de temporalité, l'homme, au contraire, finit par s'approprier l'ensemble de ce territoire, l'ensemble de cette matérialité, animaux bien sûr compris, en s'appropriant quoi? Ce qui, justement, dans cette matière, n'est pas matériel, mais régit cette matière, c'est-à-dire ses lois. Cette appropriation, là où l'animal et le dinosaure dévorent aveuglément ce qui leur tombe sous la mâchoire, c'est une appropriation, dans la philosophie, on appelle ça transcendantale. Transcendantale dans le vocabulaire philosophique, ça veut dire cela qui donne ses lois aux choses. Du pléonectisme animal au pléonectisme technologique, du Tyrannosaurus rex à l'Homo sapiens, un glissement majeur se produit, qui incube sur plusieurs millions d'années et explose littéralement avec le néolithique, puis surtout l'invention de l'écriture. C'est Rousseau, ici, qui le récapitule le mieux, et je vais citer la Coulabarte résumant Rousseau. Début de citation, « L'homme est, comparé aux bêtes, absolument inférieur. C'est même précisément parce qu'il est inférieur, c'est en somme un sous-animal, qu'il trouve à satisfaire ses besoins proprement animaux ou vitaux. » Ça, c'est la Coulabarte. Maintenant, je vais citer Rousseau, c'est une sorte de contrepoint. « Vivant dispersé parmi les animaux, et se trouvant de bonne heure dans le cas de se mesurer avec eux, et sentant qu'il les surpasse plus en adresse qu'il ne le surpasse en force, et sentant qu'il les surpasse plus en adresse qu'il ne le surpasse en force, l'homme apprend à ne plus les craindre, les autres animaux. » La Coulabarte commente, mais notons-le bien, il apprend à ne plus les craindre. La technologie, au sens de l'art tropique ou polytropique, c'est se mettre à la place des choses, c'est s'approprier les lois des choses. Ce sens tropique ou polytropique, c'est le génie de l'homme, puisqu'il supplée au défaut d'instinct. Fin de citation. Alors, parmi la constellation infinie des faunes de mammifères qui sont quasiment tous physiquement plus forts que lui, éléphants, grands singes et même petits, tigres, loups et chiens, ours, tout ce que vous voudrez, l'homme prend pourtant et durablement le dessus en contractant la supplémentation, dit la Coulabarte, de ce qu'il faut bien appeler la survie, c'est-à-dire la vie métaphysique, où c'est égal la vie technique. Fin de citation. Et la vie métaphysique, qu'est-ce que ça veut dire méta? Ça veut dire la vie mimético-physique, la nature parodiée. Quand vous vous demandez ce qu'on veut dire par métaphysique, ou méta ceci, ou méta cela, méta veut simplement dire une imitation, un dédoublement, une répétition. La métaphysique est une imitation de la physique. C'est les lois de la physique épelées. Comme l'écrit, je fais beaucoup de citations aujourd'hui, Jean-Clé Martin dans un livre sur Hegel que j'admire beaucoup, qui a un très beau titre en plus, Une intrigue criminelle de la philosophie, début de citation. L'animal se met directement en prise avec un milieu dont il introjecte les données comme pour les nier par dévoration et contester la distance qui les sépare. Le chien mange la viande presque sans la mâcher, anéantit immédiatement ce qui apparaît à son appétit sans attendre ni différer la satisfaction. Il n'y a pas de recul pour un animal. Une graine est l'invitation à son absorption. Aucun oiseau ne saurait attendre de la voir germer. La vache est entièrement déterminée par le ver de l'herbe, ne vit que pour cela, et par conséquent son existence passive reste purement causale. Une vie naturelle, vissée de toutes ses forces vers un objet naturel, l'herbe. Cette fin ne saurait être rassasiée en ce que toujours une autre touffe la fait renaître sur le chemin sans fin d'un infini inépuisable. L'animal meurt sans avoir touché à soi-même, ayant fait naître un nouvel herbivore qui poursuit la même herbe selon un cycle impossible à clore. Fin de citation. Et l'homme, en créant l'agriculture et déjà la cueillette,
introduit justement cette distance mimétique entre lui et les choses. En prenant ce recul par rapport aux lois du végétal, ce recul dont les animaux ne sont pas capables, il crée la science du végétal, c'est-à-dire qu'il s'en approprie les lois. Il plante une graine et il s'aperçoit qu'il peut en avoir 100 ou 1000 de touffes, contrairement à ce que fait la vache. Il est capable, par la mimésis, d'épeler les lois de la nature, de les imiter, de les extraire, de se les approprier. Ceci donc pour vous faire comprendre le lien fondamental qui existe entre mimésis, imitation et appropriation. C'est par sa nature archimimétique que l'homme se trouve être l'animal maximalement appropriateur, c'est-à-dire maximalement technique, c'est-à-dire scientifique. Pour paraphraser le pathos heideggerien, l'homme par là s'incorpore seulement et uniquement du néant. C'est-à-dire que nous ne nous approprions pas seulement les choses, comme les animaux, nous approprions surtout le fantôme des choses, c'est-à-dire leurs lois, leurs règles. C'est pourquoi, y compris matériellement, nous finissons par nous approprier incommensurablement plus de choses, de matérialité, que tous les autres animaux réunis. L'événement vie, donc, est ontologiquement monstrueux. L'événement vie sur Terre est une pathologie absolue des lois de la matière minérale. Et l'événement technologie, justement parce que tout entier, il a sa ressource dans une mimésis des lois de la vie et de la matière, est beaucoup plus monstrueux encore. C'est pourquoi on a vu que derrière la question de la parodie, c'est-à-dire notre époque, l'époque de la postmodernité, de la mise en abîme et en ironie obligatoire de toute chose, derrière tout ça, derrière ce nihilisme apparent, gisait un problème philosophique bien plus important qu'il n'y paraissait. C'est-à-dire que dans l'entente courante, la parodie veut dire un verre grossissant, une mise en perspective grotesque de ce qui est imité. Et c'est ça que je voulais vous faire sentir, à quel point la parodie ne se limite absolument pas à l'usage qu'on en fait dans le nihilisme démocratique, et à quel point la vie technologique est elle-même tout entière une parodie, un verre grossissant, grotesque et monstrueux, des lois de la nature, justement parce qu'elle s'est appropriée celle-ci. L'être comme événement ne peut se penser autrement que comme immense pathologie pléonectique de l'être. C'est ça que j'appelais, lors de la première séance, laïciser le péché originel de la religion. Et c'est ça l'enjeu, c'est reprendre à la religion ce que la religion a si longtemps subtilisé à la philosophie, la subordonnant à elle pour des millénaires, comme j'avais dit la première fois. C'est-à-dire en quoi la science est-elle, en plus du bien que la philosophie a trop précisément tendance à seulement y lire, est-elle aussi un mal? C'est ça que je traduis, que je laïcise, comme on dit, le péché originel. C'est simple, plus il y a appropriation, et c'est ce qu'on appelle le bien. D'ailleurs, on dit souvent philosophie, ça veut dire amour de la sagesse, et c'est une tradition très très fade. Philosophie, ça veut dire en réalité appropriation du savoir, c'est-à-dire il y a une pléonicticité aussi de la philosophie elle-même. Plus il y a appropriation, et c'est ce qu'on appelle généralement le bien, les biens, plus il y a d'expropriation. Et c'est le mal, les maux. L'animal est un étant bien plus appropriateur que le végétal. Les animaux carnivores sont d'évidence beaucoup plus appropriateurs que les animaux herbivores. Et les omnivores, à point nommé, sont ceux qui préfigurent l'animal technomimétique que nous sommes. C'est pas un hasard si nous sommes devenus les animaux les plus omnivores de tous. Mais parce que cet animal, nous, l'homme, s'approprie l'être législatif vide des étangs, l'homme n'est pas seulement omnivore ontiquement, il est le seul étant omnivore ontologiquement. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ontique, dans le vocabulaire philosophique, ça veut dire qu'il y a rapport à l'étant. Ontologique, à l'être lui-même. L'animal est un rapport pléonectique au règne ontique. La science est un rapport pléonectique au règne ontologique, c'est-à-dire non plus seulement à l'étang, mais aux lois internes de cet étang. C'est pourquoi je disais la dernière fois que, bien sûr, la notion d'appropriation est une notion éminemment métaphysique, on voit comment. Métaphysique, ça veut dire qu'on imite, qu'on dédouble la physique, mais en même temps, il ne faut pas du tout la comprendre de manière brumeuse, éthérée, théologique. L'appropriation, ce que j'appelle maintenant le pléonectique, pour paraphraser ce que disait Lacan de l'amour, ce qui veut bien dire que l'amour lui-même obéit à une logique pléonectique d'un certain type, l'amour, disait Lacan, c'est ce qui est fondamentalement miam-miam. Et de même, là encore, que l'apparition de la vie sur Terre a dépendu de la conjonction impronostique, miraculeuse, d'un nombre de facteurs et de lois si exorbitants qu'il est probablement impossible de la chiffrer, l'apparition de ce que nous sommes, de l'âge technomimétique du pléonectique,
a dépendu de facteurs tous aussi innombrables, et cet événement a lui-même quelque chose de miraculeux. Pris un à un des facteurs, et ça je l'épelle dans mon travail philosophique, mais un à un des facteurs comme la conscience, l'appréhension manuelle, la sexuation, même le langage. Par exemple, je suis persuadé que les oiseaux ont des langages très sophistiqués, qu'on ne comprend tout simplement pas encore, et beaucoup d'autres facteurs. Ces facteurs, nous les partageons avec d'autres animaux. Ce qu'il y a d'événementiel dans nos situations, et donc de proprement miraculeux, car statistiquement aberrant, c'est pas chacun de ces facteurs pris isolément, c'est la conjonction, comme dans tout événement, un pronostic de tous ces facteurs. C'est ce que j'avais dit lors de la seconde séance à la question d'un garçon. La différence homme-animal n'est pas une différence de nature, contrairement à ce qu'il croyait comprendre de ce que je disais. C'est une différence de degré dans la même chose, mais un degré d'accumulation tel qu'il devient en effet une différence de nature. Et qu'avec notamment l'écriture, l'homme installe, en tout cas c'est ce qu'il a cru au début avec la philo, qu'il installe définitivement un régime hégémonique sur tel qu'il n'en avait jamais existé et qui existera toujours. C'est-à-dire que ces 5 ou 6 petits millénaires d'hégémonie de notre espèce sur la planète sont le concentré événementiel d'innombrables petits perfectionnements technologiques dont l'incubation a duré, disons, 3 millions d'années. Mais évidemment, ces 3 millions d'années, on peut dire qu'elles sont elles-mêmes le concentré, l'incubation d'une période beaucoup plus vaste. D'où l'importance polémique par rapport à ce que j'ai dit aux dernières séances. Pardon, je m'embrouille dans ma phrase. D'où l'importance polémique de ce que je vous disais la dernière fois, c'est-à-dire la manière dont la philosophie a incorporé l'idéologie de la modernité. C'est-à-dire que, et là je pense aux grands bonnets de la philosophie contemporaine européenne, des gens comme Bayou et Meillassoux, et la polémique que j'ai sur la notion d'événement avec eux, c'est que l'événement n'est jamais une suppression pure et simple des lois qui l'ont précédé. L'événement est tout aussi bien leur conservation, sur une forme certes modifiée, si ce n'est méconnaissable, mais toujours une conservation. Et c'est en comprenant ce point, pour enchaîner sur la précédente séance, en comprenant ce point que nous sortirons de l'idéologie postmoderne, c'est-à-dire du deuil mélancolique, du romantisme et de l'avant-gardisme. La vie n'a pas purement et simplement, comme le dit Meillassoux, supprimé les lois de la matière. Elle les a modifiées, elle les a métamorphosées, elle les a supplémentées de nouvelles lois, mais elle les a pas supprimées. Ceci parce que les lois de la vie consistent en une conjonction, un pronostic de lois qui étaient déjà là. Et tout événement consiste toujours, sinon il n'y aurait pas de science, toujours en une telle combinaison inouïe des lois qui ont précédé. Donc c'est ça l'importance polémique cruciale qui oppose la conception que j'essaye d'amener de l'événement aux conceptions de Badiou ou de Meillassoux. Chez eux, l'événement est toujours considéré comme une suppression pure et simple des lois qui avaient lieu avant. Et c'est ça pour moi leur impasse. Mais qui est l'impasse de la modernité elle-même. Récapitulons. Avec l'événement de la vie, puis de l'animalité dans la vie, en même temps que l'âme, le sens, la jouissance, la conscience, etc., surgissent aussi des choses aussi croquignolettes que la souffrance, la maladie, la cruauté et la mort. Avec tout régime d'appropriation, surgit un nouveau régime d'expropriation. L'homme, par l'astuce technologique, surenchérit donc sur l'appropriation animale et suscite ce que j'appelle le mal, proprement dit. L'expropriation planétaire, la torture, et non plus la simple cruauté prédatrice du plus fort, la guerre, et non plus seulement les micro-conquêtes territoriales, etc., etc. Là où l'animalité a configuré la forme purement matérielle du pléonectique, l'homme, c'est le cas de le dire, a configuré la forme spirituelle du pléonectique. Et le mal, comme l'a vu Schelling le premier dans l'histoire de la philosophie, le mal, c'est quelque chose de spirituel. Il y a peut-être même rien de plus spirituel que ça. Et la spiritualité, comme chacun sait, ça consiste à voir des choses qui ne se voient pas à l'œil nu. Des choses, de voir ce qui les organise, à voir la législation sous-jacente aux choses. C'est ça la mathématique, c'est ça la science. Donc vous voyez que tout ça est profondément solidaire. Nous savons ce savoir historique et préhistorique sur nous-mêmes grâce à la science, qui nous a permis, c'est l'évidence, les plus incroyables conquêtes, appropriations spirituelles imaginables, mais qui pour cette raison même nous exproprie à chaque nouvelle découverte, comme on l'a vu avec le texte de Nietzsche, un peu plus de la place centrale, hégémonique, que nous pensions être la nôtre dans la création. Et ça, justement, grâce, c'est-à-dire à cause de la science. C'était ça
l'idée confuse du péché originel dans la religion. Mais ça existait aussi chez les tragiques grecs. Et parce qu'il est l'animal de l'appropriation technomimétique, l'homme est pour cette raison même l'être historique. C'est-à-dire que la technique et l'archive, c'est un seul et même concept. C'est-à-dire si vous prenez un chat, moi je les trouve comme beaucoup de gens très intelligents, on peut imaginer qu'un chat peut par déduction, en observant avoir été soi-même enfanté et en enfantant à son tour, un chat peut probablement, par la pensée, deviner qu'il a eu des grands-parents, des arrière-grands-parents, etc. Simplement, il ne saura jamais à quoi ils ont pu ressembler. Nous, on sait. C'est pourquoi les cycles animaliers sont répétitifs. Un troupeau de vaches d'il y a 100 000 ans ressemble comme 2 gouttes d'eau au troupeau de vaches que je vois à travers la fenêtre de ma maison en Corrèze. La nature, quoique dépendante d'un événement, le surgissement miraculeux de la vie sur Terre, sédimente sur son mode cet événement en cycle de répétition longtemps immuable. Et ça, j'utilise ça aussi dans mon travail. Comment tout événement se sédimente ensuite en un régime donné de répétition. Alors, quelle est l'originalité de l'événement scientifique, l'événement d'appropriation technomémétique? Comme chacun sait, c'est une sorte de métaphysique de l'écologie que je vous fais en ce moment, l'événement d'appropriation technomémétique est ce qui a perturbé cette articulation qui, dans la nature, est réglée entre l'événement et sa répétition sur un certain temps. Et ça fait de l'exception technologique... Pardon, je me suis encore embrouillé, je fatigue. L'événement technomémétique, c'est ce qui a perturbé donc cette articulation événement-répétition, rendant la répétition cyclique de la nature anormale et fait de nous, c'est ce qu'on examinera la prochaine fois, de l'exception technologique surnuméraire, c'est ce qu'on a cru pendant très longtemps, que notre exception était en fait la norme, que les lois de la science, que les lois de la technologie étaient des normes immuables. C'est ça qu'on verra la prochaine fois avec cette question transgression-législation. En tout cas, c'est ça qu'on appelle l'histoire, c'est ça qu'on appelle la culture. Mais on constate que, contrairement à ce que la métaphysique nous ont toujours dit, ça n'assure pas une sorte de pérennité, d'éternité, de durabilité, mais au contraire une sorte de changement perpétuel tel qu'il n'en a jamais existé, manifestement, dans les cycles d'abord cosmiques, puis naturels, terrestres. C'est-à-dire que ces normes, on constate qu'elles changent de génération en génération. Rainer Schurman dit « fissurer ». Ces normes changent à un rythme allant s'accélérer au fur et à mesure que l'histoire avance, tout bonnement, même scandé par ces précipitations de plus en plus démentielles. L'histoire est une sorte d'accélération incessante, et contrairement à ce que nous a dit la métaphysique, une sorte de changement absolument vertigineux. Les autres étangs, singulièrement les autres animaux, sont incapables de vouloir, comme de pouvoir la répétition, comme les vaches. Les vaches ne peuvent pas s'approprier leur propre répétition. C'est pourquoi ils se répètent, les animaux, presque immuablement, quasi éternellement, à travers les âges. Le règne des dinosaures a duré quand même presque 200 millions d'années. Et nous, parce qu'à la fois nous avons perverti par la mimésis technologique ou la technologie mimétique, pour moi c'est la même chose, le pléonectisme consubstantiel à toute forme de vie, en particulier animale, nous sommes devenus encore beaucoup plus pléonectiques que les dinosaures eux-mêmes, mais ce triomphe pourrait aussi se solder par une durée terrestre tout à fait dérisoire par rapport à ces innombrables formes animales qui n'ont, comme le dit Jean-Claude Martin à la suite de Hegel, ces formes qui n'ont pas touché à la nature, c'est-à-dire ces formes qui n'ont pas touché à ses lois. C'est ça la singularité de l'événement technomimétique. L'homme, c'est celui qui veut, et qui donc peut la répétition. Et c'est justement parce qu'il veut et qu'il peut sa propre répétition, ce que ne peuvent pas les animaux, c'est pour ça qu'il se répète beaucoup moins, qui suscite incessamment du nouveau et qui périme à tour de bras générationnel ce qui passait hier pour le nec ultra et comme ce qui allait durer toujours. Ce sera un débat qu'on aura à long terme dans toutes les séances, avec l'héritage des grandes philosophies françaises des années 60 et 70, c'est-à-dire ce qu'on appelle les philosophies de la différence, Deleuze, Derrida, Foucault, etc. C'est-à-dire de montrer à la fois la manière dont mon travail hérite de ces philosophies-là et la manière dont je les complique ou je les inquiète. Il faudra de longs préliminaires pour en parler en détail, mais qu'il suffise ici de dire, à mesure que, comme on a vu, et de la manière qu'on a vu, l'être s'accomplit comme événement, s'accélère aussi une génération inflationniste de différences et de singularités inouïes. Il y a manifestement, comme on a entreaperçu, il y a manifestement plus de différences dans la seule clôture biologique que dans tout le reste de la monumentalité cosmique
et minérale. Et il y a manifestement bien plus de nouveautés incessantes dans la seule petite clôture anthropologique, cette clôture qui a commencé avec l'écriture, c'est-à-dire plus de différences dans la seule clôture historique que dans toute l'humanité qui a précédé. Et donc la question que je pose aux philosophies de la différence, c'est est-ce que la différence c'est si bien que ça? Est-ce que c'est juste une bonne nouvelle, la différence? C'est-à-dire que si les philosophes nous ont dit, la métaphysique, ce qui n'est pas faux, a opprimé la différence. Moi, ce que je démontre qui est un peu plus tordu dans mon travail, c'est que la métaphysique, la philosophie, a effectivement opprimé la différence, mais en même temps a produit d'innombrables différences, en quelque sorte sous elle. Il y a un truc un peu pervers dans son fonctionnement. Et c'est pour ça que, pour en finir, des phénomènes mondains dérisoires, mais c'est notre mondanité d'aujourd'hui, pour en revenir à ce qu'on appelle le nihilisme démocratique, des phénomènes pourtant constamment surexposés, comme l'actualité médiatique, la mode, la branchitude, la hype, c'est-à-dire la surenchère parodique aux nouveautés incessantes. En réalité, tout ça, c'est le reflet microscopique d'une processualité surdéterminante, à mon avis, celle de l'histoire elle-même, les 5500 ans qui viennent de s'écouler. Une processualité qu'on peut voir aujourd'hui dans tout son tragique, une fois les écailles des grandes maximisations métaphysiques à l'éternité, à l'immortalité, une fois ces écailles tombées des yeux. Et pour finir, je citerai ce philosophe qui compte beaucoup pour moi, Rainer Schaumann. Début de citation, il pose la question, qu'est-ce qui commencerait si, au lieu de discréditer tel référent des temps pour en accréditer tel autre, au lieu de se lasser de ce qui est out et de s'exciter sur ce qui est in, pour la rentrée normative de l'automne, qu'est-ce qui se passerait si notre attention s'attardait à la conflictualité tragique qu'est l'être? Merci de votre attention. Ce qui m'a beaucoup touché en fait dans ton travail, c'est précisément cette idée de pouvoir penser une dialectique de l'appropriation et de l'expropriation. C'est-à-dire qu'on a toujours eu, on a le sentiment, si on regarde l'état des discours, l'état des discours qui nous précède, qu'il y aurait finalement un choix philosophique qui accentuerait comme ça la jouissance de l'appropriation. Et il y aurait un choix philosophique qui accentuerait la tristesse, le désespoir de l'expropriation. Et ce qui est intéressant finalement dans ta façon d'avancer, c'est une certaine tonicité d'être, où finalement tu avances par-delà l'optimisme et le pessimisme, et tu nous préviens que de toute façon, nous n'avons pas à choisir la jouissance de l'appropriation ou la mélancolie de l'expropriation, mais nous avons à savoir, à prendre conscience que quoi qu'on s'approprie, on sera exproprié à la mesure de ce qu'on s'approprie, et quel que soit notre sentiment d'expropriation, peut-être, il y a une appropriation qui s'est jouée peut-être même à notre insu. Alors voilà, je voulais savoir si tu pouvais plus en dire sur vraiment quelque chose de l'ordre d'une attitude philosophique, une façon de considérer les choses à laquelle tu nous invites. J'ai pas grand-chose à ajouter, c'est pas vraiment une question. C'est vrai que j'essaye de me tenir. Il s'agit pas de céder, comme je le disais la première fois pour annoncer le cycle de séance. Il ne s'agit pas de céder sur ce qu'on découvert, c'est les écailles tombées du vieux, comme Oedipe ou Tirésias ou Antigone. Découvrir la vérité tragique, il s'est passé des choses au XXe siècle sur lesquelles on ne peut pas revenir. Donc les tentatives contemporaines, mais il y en a de plus en plus, de restauration d'une philosophie comme ça, uniment positiviste, uniment affirmationniste, uniment eudémoniste, etc., que la philosophie serait uniquement tournée vers le bien. Il est évident que pour moi, mais il est important que tu dises, oui, que mon travail philosophique n'est pas un travail uniquement, c'est pas un travail uniquement négativiste, ou c'est pas un travail uniquement de pessimisme philosophique. Mais pour moi, c'est une attitude assez saine de commencer vraiment par ce qui ne va pas du tout. Et pour le reste, oui, j'ai pas grand-chose à ajouter à tes remarques. Ça serait...
Et donc, ça aussi, ce qui est si par exemple on pense à Alain Badiou comme ça, qui aligne devant lui à égalité d'une certaine façon les différents régimes d'appropriation de vérité que sont la politique, l'amour, la science et l'art. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai introduit finalement un genre de chronologie, une chronologie des événements. Peut-être j'ai eu le sentiment que, c'est que en effet, il n'y aurait pas de politique, il n'y aurait pas d'art s'il n'y avait pas de science. C'est-à-dire que peut-être si tu pouvais nous dire, c'est qu'il y a comme ça dans l'esprit du nihilisme quelque chose comme une inflation. Une accentuation extrêmement importante qui est mise sur l'événement scientifique, qui fait que voilà, l'entrée dans l'invention de l'humanité a plus lien avec la science qu'avec l'art ou oui, la après, tout le monde sait qu'à l'origine, c'est indistinguable. Le mot qui réunit tout ça et qui fait que la science était l'art, c'est le mot grec de techné. Il n'y a pas longtemps, je suis allé voir ce facsimilé de Lascaux. Alors on dit c'est un facsimilé, donc c'est pas bien. C'est pas vrai, c'est très très bien foutu. Ils ont mis 10 ans à réaliser ça. Et moi j'avais déjà lu beaucoup de livres sur Lascaux et vu pas mal de films, mais d'y aller comme ça in situ, c'est-à-dire ils ont tout reconstitué exactement comme c'était dans l'autre grotte qu'on peut plus visiter à cause de la dégradation et ça des moisissures. Et c'est vrai que pour la première fois, je me suis dit, qu'est-ce qui a pris l'humanité pendant 20 000 ans de ne dessiner que des taureaux, des buffles, des chevaux, que ça. Nous, on a à peu près, depuis 5500 ans, on a renouvelé nos obsessions. En même temps, c'est parfois toujours les mêmes. Mais pourquoi est-ce que l'humanité a été aussi obsédée et la réponse n'est pas si simple que ça. Alors, est-ce que c'était la naissance de Sparle Rousseau, c'est-à-dire ce moment où, c'est probablement ça, le moment où l'être humain apprend à surpasser les animaux en adresse plus qu'il ne le surpasse en force. Ouais. On va donner la parole au public. Où est-ce qu'elle est ? Merci Mehdi, ton exposé est très intéressant, il est très dense, moi je ne peux pas revenir dessus. Tu apportes tes propres thèses, tu te réfères à des thèses du débat actuel, c'est pas mal. Moi je pense, j'ai quelque chose qui me gêne un petit peu dans l'exposé, c'est qu'il y a quand même, au niveau de la science, quand tu te réfères au mal, je voudrais savoir si cette notion de mal, tu la prends... où tu l'apprends finalement? Est-ce que tu l'apprends dans une histoire classique du mal qui a commencé avant Augustin, qui va jusqu'à Théâtre de Chardin? Non, mais pas du tout. Oui, mais attends, je voudrais juste finir la question. C'est-à-dire, parce que j'ai l'impression que c'est un outil, si tu veux, que tu promènes un petit peu tout au long du cheminement que tu fais. Et que ma question, ce serait, mais cet outil lui-même, il vient de quelle extériorité? C'est-à-dire finalement, quels sont tes critères pour rappeler le mal, c'est-à-dire des critères livresques, comme on peut les apprendre à l'école, où justement ces critères eux-mêmes sont issus d'une science, d'un savoir, science voulant dire savoir, enfin savoir voulant dire science, c'est pas la science technique, forcément. Donc d'où vient cette... Enfin, c'est pas d'où vient, mais c'est... Finalement, j'aurais envie de te demander qu'est-ce que tu appelles le mal. Comme j'ai pas tellement suivi ton travail jusque-là, en fait, ma question est peut-être un petit peu... Et j'aurais juste une deuxième petite question, c'est finalement quelle est l'implication pour nous vivants, ayant la conscience de savoir qu'on viendrait après plus qu'une scène primitive, mais qui serait le miracle de la vie, voilà. Aussi laïque fut-il, c'est quand même pas évident de se dire nous sommes issus d'un miracle. Et donc finalement, est-ce que ça ne reconduit pas l'éternel besoin d'une faute originelle chez les humains? Voilà, c'est des questions, à la limite, j'attends pas vraiment de réponse, mais tu vois, c'est un peu de question du mal, surtout, ça me... Alors peut-être que sur les deux questions, il y a un lien dans la réponse. Première question, non, j'ai aucune discussion
avec la tradition métaphysique parce que c'est pas satisfaisant, enfin, que ce soit Augustin ou... Et ma définition au fond du mal est extrêmement simple, c'est l'augmentation gratuite par la technologie des souffrances animales. Vraiment. Alors, après, c'est très compliqué la manière dont ça se modalise, mais je pense qu'on a tous spontanément une intuition de ce que c'est ou alors, bon, si on dit non, il n'y a pas de mal, Auschwitz c'est dans la nature, etc. Alors, il y a beaucoup de débats avec ça, avec la... Et ta seconde question, c'était... Ça, je suis un peu à la recherche. Je pense que peut-être que... Alors, si on est très ambitieux, peut-être que de même que Marx a rendu le socialisme ou le communisme à son époque intelligent, peut-être c'est une petite contribution pour rendre l'écologie politique intéressante. Et peut-être, en effet, l'écologie politique, ça serait se rendre digne du miracle que nous sommes, objectivement. Oui, la vie est un miracle, mais ceci dit, sans gnangnaterie, tu vois, au sens le plus rationnel, au sens le plus métaphysique du terme, c'est réellement et objectivement un miracle. On ne peut pas penser... et c'est un miracle parce qu'il n'y a pas de Dieu. S'il y avait un Dieu, c'est la première phrase du livre de Meillassoux qui dit d'un monde... de l'absence de Dieu s'infère un monde si insensé que même un Dieu pourrait s'y produire. Voilà. Mais pour revenir à la première question, non, la philosophie est un travail sur les fondements, et c'est peut-être pour ça que là, ça a pris la forme de l'abécédaire. C'est peut-être pour ça que depuis 2 ans, je piétine un peu, parce que j'ai l'impression qu'il y a 2 ans, je suis arrivé à... Et toutes les définitions sont... Alors, pour être un peu... j'ai l'impression que ma définition du mal clarifie toutes les autres. C'est-à-dire, elle ne dépend pas d'une morale préexistante. Le mal est pour moi de l'ordre de la facticité. C'est vraiment une augmentation... C'est ce que j'ai dit les précédentes fois. La cruauté animale est nécessaire pour que l'animalité se reproduise. Les atrocités commises par l'être humain n'ont absolument rien de nécessaire. Voilà. D'accord. Voilà ce que j'appelle le mal. Voilà. C'est une cruauté non nécessaire, au fond. Voilà. S'il faut donner la définition très simple, c'est une cruauté qui n'est pas de l'ordre de la nécessité. Et celle-là n'existe que... Alors, je donne toujours l'exemple du chat qui torture le lézard. Quand le chat, entre guillemets, torture le lézard, bon, d'abord, il ne le torture pas vraiment. Le chat, ce qui l'amuse, c'est de voir le lézard coupé en 2 continuer à bouger. Mais il ne prend pas réellement de plaisir à le faire souffrir. Voilà, donc tu t'appuies quand même sur l'animalité, c'est pas rien. Oui, tout à fait. Ah, oui, c'est la... Et ça, c'est une tradition qui est vraiment... alors pour le coup, qui va de Rousseau à Adorno, c'est-à-dire fonder vraiment une éthique sur... c'est le tout débat, tout le débat entre aujourd'hui, pour prendre la vieille garde, entre Badiou et Jean-Claude Miner. Jean-Claude Miner, et je me sens de ce point de vue proche de lui, toute éthique doit être fondée avant tout sur le corps animal souffrant. Voilà, j'ai plus peur de dire ça pendant des années. J'avais peur de dire ça à Badiou, mais finalement... Tu es d'accord avec Derrida, finalement? Ce qu'on Oui, appelle le dernier Derrida, qui, dans La Bête et le Souverain, totalement. Finalement dit que toute sa vie, c'est poser la question de l'humanité. Absolument, et je cite un long passage de L'animal que donc je suis, où il n'hésite pas à comparer ce qui se passe pour les animaux dans les batteries à Auschwitz. C'est très courageux de sa part de le faire, parce que si c'est quelqu'un d'un peu moins, d'une ampleur un peu moindre que Derrida, ça ferait scandale tout de suite de dire « Ah, mais non, mais Auschwitz, c'est pas... » Et lui, non, il dit « Imaginons... »
et des industriels, par exemple nazis, et ils feraient la même chose sur des êtres humains. Imaginons comment on réagirait. Et donc, de ce point de vue-là, oui, je me sens extrêmement proche des préoccupations du dernier de Brigade. Je ne sais plus comment elle s'appelle, Elisabeth de Fontenay, sans la moindre réserve. Malheureusement, je ne suis pas conséquent avec moi-même, puisque je ne suis pas encore végétarien, j'adore la côte de bœuf. Derrida non plus, il n'était pas. Oh, il mangeait surtout du poisson. C'est très contesté. Ah bon? En fait, il verrait que les gens qui mangeaient avec lui, ils mangeaient beaucoup de la viande. Tu as des renseignements de première main? C'est pas très intéressant, peut-être. Là. Merci, en tout cas. Bonjour et merci. C'est la définition du mot méta qui me reste un peu de côté. Simplement pour comparer, là j'ai entendu un simple redoublement ou presque un fantôme. Moi j'avais une vision un peu hiérarchique de la notion de méta, comme par exemple toutes les lois propres aux atomes ne se retrouvent pas dans les molécules, qui fait apparaître de nouvelles lois, mais les atomes sont toujours là en dessous, ça marche tout le temps. Les molécules, c'est un métaniveau évidemment, puisque de nouvelles lois apparaissent. Les molécules réunies forment une cellule, etc. De nouvelles lois apparaissent. Donc à ce moment-là, j'ai du mal à entendre le mot méta simplement comme le redoublement ou le fantôme, parce que les nouvelles lois qui apparaissent ne sont pas des fantômes, en l'occurrence la vie. C'est deux registres différents. Je dirais que les nouvelles lois qui apparaissent... Moi, je parle simplement du régime réflexif, du régime scientifique, du régime spécifique, de pouvoir épeler ces lois. Je ne parle pas du surgissement lui-même dont vous parlez. Alors, je ne connais pas, moi, l'usage de ce mot « méta » dans ce sens-là, c'est-à-dire dans le sens du surgissement de nouvelles lois. Pour le dire simplement, la notion de métaniveau en biologie. Oui, tout à fait. D'accord. Mais c'est pas le mien, ça, c'est sûr que je n'utilise pas le mot. Oui, mais il y a un endroit où la question de métaniveau s'arrête en biologie. C'est justement l'endroit que vous pointez. C'est-à-dire, si il y a appropriation des lois, est-ce que nous ne sommes pas... Parce que pour les atomes, quand il y a apparition de nouvelles lois, on pourrait dire que pour les autres atomes, c'est effectivement monstrueux ou pathologique, comme vous l'avez dit. Je ne vois pas du tout comment ça peut être monstrueux aux yeux de qui, ou pathologique aux yeux de qui. Certainement pas des atomes eux-mêmes, mais il y a cet surgissement de quelque chose de nouveau. À ce moment-là, dans le fait que nous soyons capables, nous, de nous approprier les lois mêmes de la nature, ne sommes-nous pas à l'aurore d'un métaniveau qui est en train de se faire, qui est totalement fantomatique puisqu'il n'a pas encore lieu, mais qui néanmoins pourrait l'être puisque ça a déjà eu lieu dans d'autres sous-niveaux biologiques, toujours selon le sens même du mot méta. C'est pas impossible du tout. C'est une vaste question. Je ne peux pas répondre là. C'est pour ça que le mot fantôme à ce moment-là devient un tout petit peu ambigu, parce que mais j'entends bien ce que vous dites. Ça voudrait dire qu'il faudrait le mettre de côté. Donc, et qu'il ne faudrait pas se tromper, par exemple, sur le fait que c'est pas réel. Pour un atome, les lois de la molécule. J'ai pas dit que c'était pas réel. J'ai dit que c'était d'un autre ordre. Voilà. Fantôme, c'est quand même ambigu. En tant qu'objet, je veux dire, en tant qu'objet de pensée. Là encore, c'est très Derrida, oui, c'est une sorte de spectralité matérialiste. Voilà. Oui. Et peut-être pour revenir à la question précédente, c'est un peu la même pour moi, c'est ce que j'ai dit à l'instant. Quand vous jugez monstrueux ou pathologique, franchement, quel est le point d'appui Non, c'est sûr. Il n'y a pas de. Non, voilà, là, on est au cœur de votre question. Et là, je peux. Non, il n'y a pas de norme transcendante. Tout ça est relatif par rapport, disons, à la tradition philosophique ou métaphysique. On verra peut-être ça plus clairement la prochaine fois, mais c'est quand même accentué. Oui, c'est un peu contre la tradition plutôt que effectivement. J'ai pas de normes transcendantes. C'est un peu pour changer de terrain et changer de manière de voir par rapport à la tradition. De penser l'événement non pas simplement comme accident depuis Aristote, mais vraiment comme une aberration. Ça, c'est sûr. Mais c'est par rapport à la tradition. Après, je vous concède tout à fait que ce vocabulaire est peut-être un peu surchargé et que peut-être dire pathologique, monstrueux, etc. Tout à l'heure, il faudrait trouver un... Pour refaire le lien avec ce que j'ai dit avant, si c'est pathologique et monstrueux, à ce moment-là, le surgissement de nouvelles lois dont nous serions peut-être participants, on ne peut pas le faire parce que ça sera monstrueux et pathologique, alors que c'est simplement du nouveau. C'est simplement du nouveau. Donc peut-être il faut se contenter de nouveau, mais... je ne sais pas. Je ne sais pas non plus. Je sais pas non plus.
c'est réellement par rapport à la tradition métaphysique. Ça veut dire qu'elle a pensé tout ce dont on a parlé, à commencer par la vie, en termes de normes. Et j'essaye de... Mais évidemment, on reste toujours dépendant de ce qu'on combat ou de ce qu'on renverse ou de ce qu'on nie. Et que du coup, à force de dire peut-être tout le temps monstrueux ou pathologique et de forcer la note, je reste dépendant de... Et qu'il n'y a pas d'instance transcendante pour dire c'est spatialement... alors, plus qu'à mon tour, c'est le moins qu'on... La philosophie est plus méta que tout le reste. Elle ne fait que réfléchir des savoirs qui sont déjà là. C'est-à-dire que tout ce que je déballe dans mon travail et que je vous ai déballé aujourd'hui sont des savoirs qui existent déjà, mais simplement, alors pour le coup, on les conjugue d'une certaine façon pour faire voir des choses telles qu'on ne, je crois, ne les voyait pas avant. C'est une phrase, je crois avoir déjà citée, que j'aime beaucoup de Schurman. Il dit, la philosophie, même si, chacun sait, la philosophie commence par l'étonnement, précisément, la philosophie s'étonne de ce qui n'étonne personne. Par exemple, la postmodernité sarcastique, ironique, le second degré obligatoire. Moi, j'ai décidé un jour de m'étonner à un phénomène aussi évident que nous. Mais après, Rainer Schurman dit la philosophie ne doit pas étonner. C'est pas parce que son affect c'est l'étonnement qu'elle-même doit étonner. La philosophie doit clarifier un savoir que tous possèdent. Donc on agence des savoirs que nous connaissons tous pour ouvrir de nouvelles perspectives. Sur la question appropriation-expropriation, autant le dire alors qu'on ne me pose pas la question, parce que c'était important pour moi de le caser après coup. La question est une déconstruction des illusions de la gauche pendant 2 siècles, je dirais, sur cette question du pléonectique et du jeu de l'appropriation-exploration. Au fond, laissons de côté les mots comme monstrueux, pathologique, etc. Le nerf de l'argument, c'est quand même le pléonectique. Ça veut dire que c'est vrai que, surtout au XXe siècle, avec les communismes dits réellement existants, les communismes dits réels, et récemment, je me suis aperçu que même, on fait souvent la comparaison avec les premiers chrétiens ou avec le christianisme tout entier, le communisme, une sorte de christianisme laïque, etc. Mais c'est pas vrai, parce que même le christianisme ne voulait pas abolir l'appropriation ou le pléonectique. Saint Paul va dire, si vous êtes esclave, faites comme si vous n'étiez pas esclave, etc. Si vous êtes maître, faites comme si vous ne l'étiez pas. Mais il dit pas du tout... abolissez ce qu'on appellera beaucoup plus tard la lutte des classes. Et le communisme, historiquement, sa vraie singularité, c'est la toute première fois qu'il y a eu un projet humain d'abolition totale du pléonectique. Alors, ça renvoie à ce qu'on a dit dans les séances précédentes, mais c'est une déconstruction. Et là, c'est pas juste avec ce qu'on dit aujourd'hui qu'on fera le tour de la question. Mais l'enjeu global du travail, c'est vraiment une déconstruction des illusions qui ont enterré la gauche depuis 30-40 ans. Et le cœur de cette illusion, le cœur de la dogmatique, en particulier marxiste-léniniste, tel qu'elle s'est modalisée, alors pour le coup monstrueusement en Chine, en URSS, au Cambodge, etc. C'est la première fois qu'un projet humain voulait, et c'était une louable intention, comme chacun sait, l'enfer est pavé de... C'est vraiment l'échec métaphysique pour moi du marxisme, pour aller très vite. C'est la première fois qu'on a vraiment voulu abolir totalement le pléonectique de l'humain. Et du coup, nous, le travail qu'on a à faire, c'est de revenir là-dessus et de dire, attention pour que, disons, les méchants, les gens qui considèrent que l'exploitation, l'expropriation maximale, etc., c'est normal, on ne peut pas leur dire, non, c'est pas normal. On est obligé d'aller au fond de la logique des choses. Je crois que c'est ça le nerf de l'argument, et que les adjectifs monstrueux, pathologiques, ils sont peut-être surchargés, mais le cœur de la question, c'est vraiment le jeu de l'appropriation-expropriation tel qu'il n'est pas fortuit. Alors, comme le dit Nancy, c'est vrai que, bon, appropriation-expropriation, même si j'en fais un usage très différent de celui de Heidegger, c'est lui qui a commencé à poser la question de l'événement comme jeu de l'appropriation et de l'expropriation. J'en fais complètement autre chose.
Mais c'est vrai que, comme le dit courageusement Jean-Luc Nancy, c'est pas si Heidegger avait été communiste qu'il aurait découvert quelque chose aussi fondamental sur l'impasse politique où nous sommes encore aujourd'hui. Donc l'enjeu de tout le travail, mais il y aurait beaucoup à dire, parce que moi, c'est pas simplement une déconstruction hostile à la gauche, c'est une déconstruction des illusions de la gauche, du point de vue de la gauche, si ce n'est... Je suis un anarcho-situationniste de base et je le reste. Tout ce travail est fait, de mon point de vue, pour rendre service à long terme au renouveau de quelque chose. Voilà, plutôt que de continuer à dire des mots creux comme égalité, bon, sans les expliciter, attachons notre regard sur l'origine quand même problématique qui nous incombe. Et évidemment, en voulant supprimer le pléonectique, supprimer sans rien conserver, alors on a conservé monstrueusement, parodiquement, ce qui était là avant. La Chine maoïste, comme le dit Hegel dans ses leçons sur la philosophie de l'histoire, il dit l'impérialisme chinois est le plus sophistiqué, le plus intelligent, le plus cruel de tous les impérialismes. Il dit du reste... l'impérialisme tsariste russe est beaucoup plus grossier, beaucoup plus... On a vraiment l'impression de lire par anticipation Mao et la différence entre le stalinisme et le maoïsme. Et le maoïsme, de même que le stalinisme, sous prétexte d'abolir la propriété par tous, sous prétexte d'abolir l'impulsion appropriatrice, pléonectique partout et chez tout le monde, c'était évidemment d'abord une méga appropriation, lui, Staline, le corps de Staline, le corps glorieux de Staline, pareil avec Mao, c'est-à-dire on a conservé le fonctionnement impérial tsariste. Tout le monde dit le goulag, le communisme. Le goulag, ça existait déjà sous les tsars, hein, Staline n'a rien inventé. Et Mao Tse-tung, c'est pareil, sous prétexte d'en finir entièrement avec le monde ancien, on l'a conservé sous une forme encore... plus monstrueuse, pervertie, etc. Et tout ça au prétexte, pour moi, c'est le point absolument essentiel dans le débat. Est-ce que la politique de demain doit continuer dans cette illusion d'abolir le pléonectisme ontologique, parce que pour moi c'est quand même ontologique cette question-là. Il ne s'agit pas juste de juger ça moralement et de dire c'est mal. Que ça crée du mal, c'est l'évidence. Des atrocités, c'est l'évidence. Est-ce que la solution, c'est d'abolir tout ça d'un seul coup, comme ça, par miracle, une baguette magique qui va annuler... Bon, on est quand même bien placé pour revenir de ces illusions-là. Voilà l'enjeu quand même, je tenais un peu de tout ce travail. Ouais, j'aurais bien aimé que tu reviennes sur pourquoi le choix de ce terme d'appropriation, qui est quand même ton concept assez clé, mais juste au niveau des, je sais pas, des sources, des auteurs, où est-ce que tu le prends? Il y a Heidegger. J'ai dit Heidegger, ouais. Ouais. C'est là qu'il apparaît. Heidegger, les Heideggeriens français, Derrida, Nancy, la Coulabar. Et alors voilà, c'est une remarque que je faisais alors sur en mathématiques, donc en étudiant la philosophie de Badiou, bon, la relation fondamentale, c'est l'appartenance. Donc tu pourrais poser la même question aux mathématiciens. Pourquoi on appelle ça appartenance? On a l'impression que même dans la pureté et l'objectivité supposée des mathématiques, le pléonectisme est là pour appeler ça appartenance. Tu vois, on pourrait appeler ça, je sais pas, cacahuète, concombre. Et du coup, justement, sur t'as un mot, et après, est-ce que t'en fais un concept, c'est-à-dire quelque chose qui tend en gros à l'universel, mais est-ce que tu peux dire vraiment que les animaux s'approprient, par exemple que les dinosaures, mâchant, je sais pas, les arbres s'approprient? Est-ce que là, on n'est pas dans un niveau c'est pas une métaphore quelque part? Parce qu'après, ça devient littéral. Quand un humain s'approprie quelque chose, il peut avoir un titre de propriété. La phrase de Descartes, quoi. Par les lois de la science, on devient maître et possesseur de la nature. Là, la métaphore, elle est sérieuse. Oui, tout à fait. Bah, je l'évoque souvent, cette métaphore, d'abord dans le travail. Et ensuite, oui, mais
Alors, à ce moment-là, je vais aggraver mon cas. Ça veut dire que dès qu'on commence à parler, on est criminel. Par rapport à tout ce que j'ai dit aujourd'hui, ce que tu es en train de dire, et tu n'as pas tort de le dire, on plaque des mots, on plaque des mathématiques, on plaque des sciences sur les choses. Alors ça, c'est une autre dimension de mon travail. Est-ce que je ferai une séance là-dessus, peut-être dans plus longtemps, mais suivant toute une tradition qui m'a précédé. Mais voilà. Seules les pierres sont innocentes. C'est-à-dire le seul moyen de ne pas faire du tort, alors je dis appropriation, bon, le seul moyen d'être moral, ça serait de se taire. Et encore... Oui, c'est ça. Je me dis juste, par exemple, parce qu'il y a quelque chose qu'on gagne, mais quoi exactement je sais pas, à pas dire volonté de puissance comme chez Nietzsche. Mais j'y ai beaucoup pensé, c'est-à-dire que je m'en étais pas aperçu tout de suite, mais au fond, la volonté de puissance qui a été tellement, surtout sous le coup de Heidegger, décriée, non, je trouve que c'est une ontologie qui reste très... Heidegger, justement, aurait peut-être pu faire plus intelligemment le lien, plutôt que juste dire non, c'est une métaphysique, elle est arbitraire. Il aurait pu faire le lien entre toute sa méditation sur la technologie et essayer d'être plus généreux avec la volonté de puissance nietzschéenne, où il y avait une intuition quand même métaphysique primordiale. Et c'est vrai que c'est un peu après coup que je me suis aperçu qu'il y avait des affinités entre ce que je tentais et ouais, la métaphysique, la volonté de puissance, parce que je suis plutôt... alors, je suis pas du tout d'accord, il s'en faut d'un abîme avec toutes les conclusions éthiques de Nietzsche, c'est-à-dire avec les conclusions éthiques à tirer avec l'agir nietzschéen, périssent les faibles et ratés, revenons à la loi du plus fort, etc., pour simplifier. Mais par contre, métaphysiquement, oui, je me suis aperçu après coup, moi qui, sous l'influence de la lecture de Heidegger, avait un peu déprécié la métaphysique de la volonté de puissance, après coup, je me suis dit non. Avec le vocabulaire de l'époque, parce que chaque époque a son vocabulaire. Il ne faut pas faire d'illusions. Ce que j'ai expliqué là, ça vaut pour nous aussi, ça vaut pour nous aussi philosophes. Les vocabulaires philosophiques, il y a une mode de la philosophie aussi. Personne ne peut utiliser le vocabulaire philosophique d'il y a 50 ans comme ça, comme si de rien n'était, ou alors quand on le fait, ça se voit. Il y en a qui... Je ne veux pas... Donc, dans son vocabulaire philosophique à lui, ce qui est sous-jacent, il y avait des intuitions. La science comme volonté de puissance. Nietzsche aurait peut-être pu dire plus de choses là-dessus, par exemple. Je termine juste là-dessus, mais du coup, c'est là que... Est-ce que c'est pas là la différence vraiment décisive, c'est que dans la notion d'appropriation, tu introduis du droit. Il y a vraiment une question de droit. Et je sais que cette dimension-là... Non, pour moi, le droit vient après. Je rêve un jour d'être encapicier, je suis encore très loin de faire une philosophie du droit, mais il y a des rudiments, enfin, c'est plus un truc sur de l'origine de la question du droit, de l'origine de la question de la législation. Mais sur la question appropriatrice, expropriatrice, non, ça précède toute morale, ça précède toute législation, législation au sens civique, au sens... non, l'appropriation pour moi est un fait ontologique. C'est pas un fait. J'introduis pas. Il y a pas. J'ai lu l'extrait où il définissait le mot pléonectique, mais c'est précisément pour m'en démarquer. Pour moi, c'est pas le pléonectique, c'est pas juste envier le bien d'autrui. C'est comme j'espère l'avoir un peu montré. C'est beaucoup plus radical et beaucoup plus ontologique que ça. Alors effectivement, c'est sans verser dans la morale, mais sans fermer les yeux non plus sur tout simplement les atrocités. Voilà, mais c'est vrai que le désir, le conatus spinoziste, la volonté de puissance nietzschéenne, le désir de Leuzien, c'est un peu une polémique aussi avec ça. Ça veut dire il y a une sorte de conatus universel qui est uniment bien, et puis c'est partout comme ça, et puis si le gros poisson mange le petit... non, il y a une exception anthropologique, parce que sinon, et c'est des débats incessants dans mon travail de philosophie, sinon, oui, on dit Auschwitz ou le Rwanda, ou c'est comme... mais non, c'est pas comme. Et c'est argumentable, c'est démontrable, c'est pas... Mais les philosophes de la nature diront toujours « Ah ben non, c'est un cas parmi d'autres ».
Enfin, c'est cette lettre que je cite souvent de Spinoza, un peu terrifiante, où il dit, voilà, quand Néron plante son poignard sur Agrippine, c'est le pauvre entendement humain qui voit là quelque chose de mal. C'est parce qu'on croit, pauvre naïf que nous sommes, à la liberté humaine et à des bêtises comme ça. Le sage n'a absolument pas à se laisser perturber par tout ça. C'est aussi une tradition, et ça c'est la tradition métaphysique jusqu'à Kant compris. Alors avec Kant ça se fissure, mais ça se fissure malgré lui, parce que les points de vue essentiels de Kant restent essentiellement ceux de la métaphysique. C'est-à-dire le mal n'est qu'un... Enfin, c'est qu'une passe vers le bien. Voilà. Il faut arrêter de pleurnicher sur les boucheries, les atrocités, les éventrements, tout ça. Tout ça a un sens qui va se réconcilier dans un monde qui viendra après. Voilà. Et c'est vrai qu'avec Schelling, et puis avec un certain nombre de philosophes du XXe siècle, on commence un petit peu à ouvrir les yeux et à déconstruire tout simplement tout cela. Et mon travail prolonge... Et je suis plutôt fier de le faire parce que j'ai l'impression en ce moment, tout ce travail de sape salutaire du XXe siècle est un peu oublié des préoccupations des modes philosophiques actuels qui précisément sont en train de revenir à l'ontologie positive, à dire le monde sans exception. Voilà. Oui, excusez-moi, je vais peut-être poser une question naïve, même si je crois connaître assez bien votre travail. Qui m'est important. J'y ai pensé quand vous évoquiez l'événement qui crée la nouveauté en continuité avec les lois précédentes ou la loi... Continuité, discontinuité. Mais ouais. Voilà, mais il y a les deux mouvements. Je vous écoute. Et voilà, vous évoquiez Meillassoux, Badiou. Donc, par rapport à l'infini et à la finitude, vous positionnez comment ? C'est une bonne question. C'est une des... Par rapport à la question précédente où on disait « Ah, si on applique appropriation aux animaux, mais pour lui, ça veut rien... » Bon. De même, la finitude et l'infini, ça veut rien dire, à mon avis, pour un animal. C'est des choses... Et Badiou arrive, par exemple, en disant, bon, l'infini est laïcisé grâce à la mathématique de Cantor, maintenant on sait ce que c'est, etc. Bon, moi j'ai très bien lu Badiou ce rapport-là. C'est vrai que c'est la première fois que, de toute liste, à vrai dire, que l'infini est aussi clair chez un auteur philosophique. Mais après, Badiou retombe, après avoir innové sur la base du mathème de Cantor et nous avoir démontré de manière laïque l'infini, il retombe dans un préjugé métaphysique de dire l'infini c'est bien et la finitude c'est pas bien. Alors il ne s'agit pas de renverser la chose et de dire la finitude c'est très bien et l'infini c'est très mal. Mais enfin, moi en méditant sur la métaphysique de Badiou, je me suis dit en effet l'infini c'est devenu notre condition banale, on sait ce que c'est matériellement. Et puis après, pourquoi déjà s'extasier comme Badiou en disant l'infini c'est super, maintenant nous avons l'infini laïcisé et tout va pour le mieux. Et implicitement la finitude c'est le mal. Donc là on retombe dans les plus grands clichés métaphysiques. Après moi je dirais pas que le mal c'est la finitude, je dirais pas que la finitude c'est le bien non plus. C'est plus tordu que ça, c'est plus pervers. C'est précisément parce que nous nous approprions l'infini et de plus en plus. Avant on se l'appropriait plutôt théologiquement. Les sciences étaient essentiellement finies, comme on le voit dans la réflexion qu'en fait Aristote. Maintenant que l'infini, c'est en effet laïcisé grâce à la science, ce que j'appelle la finitude, et c'est ça le mal, c'est pas la finitude animale en elle-même, même s'il y a la souffrance, il y a la mort, il y a la cruauté. C'est pas pareil, c'est pas encore le mort, c'est pas encore le mal, pardon. Le mal, je dirais, c'est la conscience de la finitude. C'est ça qui est terrible. La conscience de la finitude, mais aussi la capacité à rendre cette finitude encore plus finie. Auschwitz, ça a été ça. C'est faire de la simple souffrance animale quelque chose qui ne peut pas exister dans la réalité animale, quelque chose de beaucoup plus atroce. On ne peut même pas dire beaucoup plus atroce, parce que le mot atrocité, c'est très difficile de jouer avec les mots, mais un mot comme atrocité, je ne l'utiliserai pas pour le règne animal. Je ne vois pas d'atrocité dans le règne animal. Atrocité est un de ces mots qui ont une portée ontologique, anthropologique.
Donc voilà, je dirais sur votre question, l'infini, la finitude et l'infini. Vous n'êtes pas un penseur de la finitude. Contrairement à ce qu'on dit parfois, non. Non. Ou de l'infini malheureux. Alors, il y a un certain rousseauisme chez moi, ça c'est sûr, qui fait qu'étant donné qu'au nom du bien, on nous précipite vers des projets tous plus délirants et mégalomanes que les autres dans la culture anthropologique. Donc pour moi, un certain rousseauisme, cette solitude rousseauiste, aller à la campagne, enfin la vie simple, effectivement consentir à la finitude, c'est pour ça c'est pas simple, la finitude. Évidemment, la mort, la souffrance, etc., c'est pas terrible. Mais consentir à alors ça, c'est une expérience. Il faudrait presque plus parler de littérature d'ailleurs que de philosophie et de l'expérience littéraire depuis la nuit des. Mais c'est une expérience philosophique aussi. C'est prendre conscience. Alors, voilà, là, on peut parler de miracle. Jouir du simple fait du miracle de l'existence. Voilà. Et ça, un ami peut pas le faire parce qu'il sait pas qu'il est fini, mais il le fait à sa manière, il le fait. Mais là encore, il y a un redoublement et les grandes expériences littéraires, c'est toujours des. C'est ce que je disais à un ami. Je lui disais la différence entre la religion et la religion, c'est la promesse ou l'expérience pour les plus les mystiques de la résurrection. Ça veut dire un mort revit. L'expérience littéraire de Oedipe ou Orphée à Rousseau, à Blanchot, à Kafka, à Artaud, à absolument qui vous voudrez, à Hamlet. L'expérience littéraire, c'est toujours quelqu'un qui est mort et qui revient à la vie, mais en tant que mort. C'est pas comme la religion, c'est pas la résurrection, c'est pas revenir à la vie, c'est revenir à la vie en tant que mort. C'est l'expérience de Rousseau à la fin de sa vie, et c'est pour ça que c'est le fondateur de Bon, excusez-moi, je m'égare un peu. Mais quand on a cette expérience-là, qui pour moi est presque plus d'essence littéraire que proprement philosophique, alors Badiou dirait peut-être que je suis anti-philosophe, je dirais qu'il y a une jouissance, et moi j'ai ça, mais là je parle plus de philosophie, je parle d'expérience un peu subjective. Vraiment la simple joie d'être là. Donc il peut y avoir une joie de la finitude et ça peut être le nom du bien. Et ça, c'est vraiment un logion rousseauiste, je dirais. À un moment, vous avez évoqué les avant-gardes. Donc, par rapport à l'art, dans le champ de l'art, comment vous envisagez cet événement qui est à la fois je sais pas, moi j'envoie des bouteilles à la mer et les ramasse qui. C'est intéressant parce que vous parliez juste avant de littérature. Ce que je me disais récemment, c'est qui qualifie le moment où nous sommes, et c'est de ça par contre que parle mon travail. Donc j'en parle de manière méta, c'est le cas de le dire. Je suis un peu rétif, sauf exception, comme j'aime vraiment une œuvre ou quand j'aime vraiment un artiste qui. Mais j'aime pas généraliser, j'ai pas envie de faire d'esthétique. Je fais mon truc à moi et se les approprie qui veut. Comme un artiste fait son truc dans son coin, et il peut y avoir des rencontres. Mais si vous pensez au début du XXe siècle, il y avait des ismes partout. Il y avait le surréalisme, le dadaïsme, le bolchevisme, le communisme, le fascisme, le futurisme, le suprématisme. Il y avait des ismes. C'était l'époque des avant-gardes. Et déjà, chez le romantique, bien sûr, il y avait un certain nombre d'ismes. Et l'avant-garde était était un durcissement du romantisme. Début du XXe siècle, on n'a pas d'isme, il n'y a rien. Le postmodernisme, c'est l'isme qui nous dit qu'il n'y a pas d'isme du tout. Voilà. Et ça s'en dit long, et c'est ce moment-là que j'essaye de faire la philosophie. Ça veut dire que, contre, oui, des discours positifs soi-disant positifs, qui essayent de nous faire croire qu'on va se sortir de notre misère actuelle en faisant du neuf avec du vieux. C'est-à-dire en faisant à nouveau de l'avant-gardisme, en prenant à nouveau la pose de l'avant-garde. C'est de ça que parle tout mon travail. Il faut chercher ailleurs et autrement. Et c'est vrai que
la théorie, la question de l'événement, est le cœur stratégique de ça. Le cœur stratégique de ça. Ça veut dire que tant qu'on restera dans l'idéologie, qui est une idéologie qui a d'excellentes raisons d'être aussi, parce que la Révolution française a été vraiment un événement, a vraiment, malgré tout, aboli des choses qu'il y avait avant, et pour le meilleur. Donc, il ne s'agit pas d'être simpliste là-dessus. Simplement, l'histoire que je retrace, c'est qu'il y a eu un durcissement idéologique de ça, et à un moment, il n'y a pas un moment précis de l'histoire, c'est un moment idéal, où l'idéologie du dépassement perpétuel et du dépassement absolument radical, de la table rase, du supprimer tout ce qui a été avant, s'est installée sans que personne n'y crie gare et continue, je dirais, à incuber, à habiter bien des discours aujourd'hui, et pas des moindres, puisque quand on parle de Badiou et de Meassou, on parle de la pointe, pour moi, de la spéculation philosophique en Europe en ce moment. Mais pour moi, voilà, et pour répondre un peu plus, oui, mais je me sens pas tenu d'en parler directement dans mon travail en citant des œuvres. Je dois dire que dans la manière un peu courante d'écrire de la philosophie, j'aime pas trop ça quand on est tout le temps en train de citer... J'essaye de faire un texte clair et j'essaye pas de citer toutes les œuvres d'art qui m'ont inspiré mes réflexions. Mais il y en a beaucoup et c'est l'art contemporain qui m'a amené à tout ce que je vous expose aujourd'hui. Mais j'aime pas passer mon temps à dire « et l'œuvre de machin dit ceci » et c'est quelque chose de stylistique, c'est une question de goût. J'aime pas trop ça quand je lis ça en philosophie, parce que c'est très courant en plus en philosophie de... Donc oui, l'art contemporain, pour répondre à votre question, est très présent dans mon travail, mais très présent de manière alors méta. Je fais disparaître les traces, je cite pas beaucoup de noms, sauf exception, vraiment ceux que j'aime beaucoup. Mais je vais pas parler de tout, non. Et tout le monde, voilà, je vais pas faire de... Bon, j'espère que j'ai pas été trop confus dans ma réponse. Donc en fait, c'est un système philosophique, mais pas d'esthétique. Ou pas de philosophie de l'art. Chacun d'appeler ça comme il veut. Moi, je n'appelle pas ça. Il y a une réflexion sur l'art. Il y a une appropriation philosophique de l'art. Non, une esthétique au sens prescriptif, au sens de donner les normes. Il y a une description, voilà. Je pense que la prochaine fois, on comprendra mieux encore, puisque ça sera la question de la transgression. Et ça vient beaucoup de l'art. Ça, plus nettement que la question de l'appropriation. Donc la prochaine fois, la transgression, sans que j'ai à parler, même si maintenant que je parlerai d'artistes contemporains, mais d'artistes contemporains au sens large, pas juste d'artistes contemporains au sens de la modernité depuis 2 siècles. Alors ça, cette question transgression, législation, ça vient beaucoup plus de l'art que par exemple la question appropriation, expropriation. Donc la prochaine fois, j'en parlerai plus explicitement. Alors, qu'est-ce qu'on appelle esthétique? Qu'est-ce qu'on appelle philosophie de l'art? Ça, je laisse vraiment libre à chacun de qualifier mon travail comme il veut. Je dirais, à ma mesure, c'est une réflexion sur l'art, c'est une appropriation un peu... J'essaye de décrire... Alors, mais c'est un peu prétentieux de dire ça comme ça. Disons une métaphysique de l'art contemporain, mais c'est un peu prétentieux de le dire comme ça. Ce qui est sûr, c'est que le jeu de la transgression et de la législation, évidemment la question de la parodie qu'on a évoquée avant, tout ça, c'est l'art contemporain qui me l'a appris. Le côté transgression parodique, etc. Il y a un livre qui s'appelle Inesthétique et Mimésis où je récapitule un peu tout ça. Merci. Si. Donc déjà, on a bien des ismes, hein, crétinisme, sarkozysme. Donc j'aimerais que tu me Oui, enfin, c'est pas des ismes très porteurs. On peut pas dire ça. On peut comparer ça à surréalisme ou bolchevisme. J'aimerais que tu précises 2 points. Le premier, c'est le paradoxe, puisque en cosmologie, on imagine aussi des univers infinis. D'où, du coup, l'exception, le miracle de la vie serait moindre. J'y ai beaucoup pensé, c'est sûr. Donc c'est ce point. Ou supérieur, on n'en sait rien.
Oui, tout à fait. Mais ce qu'on sait, c'est que c'est statistiquement très rare. Vous voyez, ce qu'on sait déjà. Exactement. Voilà. Mais sur quelque chose d'infini, du coup, ça deviendrait quelque chose... Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je ne l'ai pas encore écrit, mais j'y ai déjà pensé. C'est comme l'univers est infini. Bon, je vous laisse terminer, mais on s'est compris. Enfin, et infiniment grand. Il me paraît, voilà, le miracle a pu se produire ailleurs, justement, parce que dans l'infini, il est impossible que ce... Voilà. Mais c'est une vaste question. Je n'ai pas encore commencé à... Et je vous laisse finir, pardon. Je n'arrête pas de couper, mais... Okay. Deuxième point, c'est sur ta réflexion sur les peintures rupestres. Alors, Paris l'étal de Lascaux. Bon, moi, je trouve plus beau, c'est encore celle de Chauvet, qui sont vraiment antérieures. Bien antérieures. Et c'est Picasso, je crois, qui disait qu'en fin de compte, on n'a rien de plus beau actuellement, quoi. Donc, il y a ce deuxième paradoxe. Quand il est sorti de Lascaux, il a dit « J'ai enfin trouvé mon maître ». Voilà, donc est-ce que pour toi, on était plus idiot, ou du moins, est-ce qu'on était aussi intelligent, voire aussi, comment dirais-je, cette expression qu'on peut trouver sur ces peintures rupestres, manifestement, ça désigne des gens très, très avancés. Ah oui, oui, tout à fait, ça je suis absolument d'accord. Et des esprits aussi différents que Nietzsche, Proust ou William Burroughs ont considéré que l'intelligence était une maladie. Et je suis assez d'accord avec eux. Alors on revient au vocabulaire un peu chargé de tout à l'heure, pathologie, etc. C'était un peu rapide la formule de dire l'humanité, à propos de la grotte... L'humanité n'a peint que des lions, des chevaux, etc. D'abord, il y a quelques traces de silhouettes humaines. Et en plus, c'est pas l'humanité. Enfin, pour moi, c'est les gens qui étaient dans cette partie de l'Europe de l'Ouest à ce moment-là. Hein, parce que c'est comme pour l'histoire des autres univers. On ne sait pas du tout ce qui existe possiblement ailleurs. Hein. Absolument. Voilà. Non, l'humanité, c'est... Alors là, je vais être très... L'humanité, c'est... Je vois une vieille connaissance qui est en train... Je n'ai pas vu depuis des années, donc je suis un peu super. Non, l'humanité, c'est l'écriture. Hein. Je vais faire mon intello de base. L'humanité, c'est 5500 ans. Au sens où on l'entend, au sens où on se reconnaît nous-mêmes, et au sens où c'est toujours pas aussi évident pour... la plupart des gens, surtout aujourd'hui, qu'il n'y ait qu'une seule humanité. Ça fait partie des choses un peu stupéfiantes qui ne sont pas encore éclairées par la science. C'est-à-dire, comment se fait-il que l'écriture ait surgi un peu partout dans le monde au même moment ? Ça aurait pu surgir de manière décalée ici ou là, et non, ça a surgi à peu près à 6000, 5500 ans. Ça fait partie des choses. Mais en ce moment, je travaille beaucoup là-dessus, un peu pour renouveler, justement. Là, tout ce travail-là est... Il y a 2 ans, j'ai un peu récapitulé tout ce que je faisais et je me suis senti un peu dans le... Et là, je travaille beaucoup sur l'histoire monumentale, pas au sens de Nietzsche, parce que lui, il entendait encore l'historicité au sens de l'Antiquité à aujourd'hui. Et là, moi, voilà, ce qui m'intéresse, c'est du Big Bang à aujourd'hui. Mais il y a du boulot. J'en ai pour 1 an ou 2 ou 5 de lecture, et encore, j'aurais pas tout lu. Mais j'aimerais bien orienter de plus en plus mon travail philosophique pour... le renouveler vers toutes ces questions-là. Bon. Moi, j'ai une dernière question. Vous marquez le début de l'événement Technomimésis, c'est moi, là, à l'invention de l'aigle. Je suis complètement aveuglé par les spots, donc je ne vois personne. C'est mon aura, c'est pour ça. Vous marquez le début de l'événement Technomimésis à l'apparition de l'écriture. Vous y refaites référence maintenant. Non, c'est pas... Mais... Enfin oui, grosso modo. Mais du coup, quel est votre point de vue sur les civilisations aujourd'hui qui vivent sans écriture ? Parce que des chercheurs comme Tim Ingold montrent que le développement technologique n'est pas forcément linéaire et plutôt buissonnant, et qu'on a aujourd'hui des civilisations qu'on pourrait considérer comme aussi avancées que la nôtre, si on ne se basait pas sur le point de vue européen, enfin occidental. Etc. Mais c'est pas du tout le mien, c'est-à-dire que moi, c'est plutôt la clôture technologique, mais c'est pas
n'y a pas une histoire du progrès ou de l'évolution. C'est plus en termes de production, de nouveauté, que de progrès linéaire. Enfin, il n'y a plus beaucoup de philosophes de toute façon aujourd'hui qui résonnent dans ces termes-là, qui étaient encore la syntaxe de Kant, de Hegel, c'est-à-dire une histoire linéaire qui va vers le progrès et l'accomplissement. Marx, c'est le dernier grand nom de ça. C'est avec Nietzsche ça commence à se fissurer. Donc après, c'est vrai qu'il y a des gens qui font ça très très brillamment, donc moi je le fais pas. C'est vrai que je fais pas trop de discussions avec l'anthropologie contemporaine, avec des scolas, etc. Comme on dit, chacun son truc. Merci. Je pense qu'on... C'est le moment d'aller boire des coups. Ouais. Donc, merci à tous. Et puis, je crois que ceux qui viennent depuis le début ont pu noter qu'il y a une espèce de montée en puissance dont la qualité de la conversation a pu témoigner. Donc, voilà. La prochaine fois, donc, sur la transgression, toujours le 2e dimanche du mois, ce sera encore mieux que ce soir. Je vous remercie. Mais les titres en fait, chez lui, qui habite, j'ai vu les gens à l'extérieur, j'étais vraiment peut-être, pas, deuxième. Oui, mais c'était vraiment un rendez-vous à 4h30, à 4h30. Et